Salut à tous, bienvenue dans ce live Disney Villains. Je les ai reçus par Hachette Heroes et je les remercie parce qu'ils m'ont fait un envoi de plusieurs livres, mais celui-là c'est Mathie qui me l'a offert. Et on en est au troisième. Vous avez déjà en replay sur ma chaîne les deux premiers, il y a Evil Queen et il y a l'histoire de la bête. Et là c'est Pauvre âme en perdition, on va lire l'histoire de Ursula. Alors en fait c'est très cool ces petits livres-là parce que ils vous présentent le méchant dans ce qu'il était avant le dessin animé. En gros, le dessin animé dans lequel on le retrouve. Et du coup, il vous explique pourquoi il est méchant, pourquoi il en est arrivé à être comme il est. Et ils font plein de liens avec le dessin animé. Et vraiment, c'est très sympa. On a à chaque fois passé un super bon moment. Donc, on continue de les lire. Et du coup, je me suis dit, on va faire ça le vendredi. Puisque le matin, on fait pas mal de Disney. Et que vraiment, c'est des super bouquins. C'est écrit par... À chaque fois, je retiens que Valentino, parce qu'on parlait de Sandy Valentino, mais c'est pas la même. C'est Serena Valentino, voilà. Et donc, c'est l'histoire de la sorcière des mers aujourd'hui. Vous l'avez ici, là. Vous avez le chat qui est là, vous êtes tous présents. Je souhaite un joyeux anniversaire à Roevin, parce que c'est son anniversaire ce matin. Donc, envoyez-lui beaucoup d'amour. Vous l'avez fait sur le Discord et c'est très cool. Et merci à Lolo, parce que c'est Lolo qui m'a trouvé ce petit fond. Je cherchais des images d'Ursula, et voilà, elle m'a trouvé ça. Grâce à elle, on va aussi avoir accès, je pense, assez vite à la dernière extension de Villainous. Donc... nos petits lives du matin Disney seront bien fournis et donc c'est très cool. Et bah allons-y, on va attaquer. Derrière, je vous lis à chaque fois le petit... comment on appelle ça, la dernière de couverture. Nous connaissons tous l'histoire de la petite sirène, ce conte ancestral qui nous rappelle qu'il faut parfois perdre sa voix pour mieux la retrouver. Ça c'est trop vrai, non? Ça me fait penser à cette année, l'année qu'on a vécue artistiquement. Je trouve que c'est pas mal ça. Ariel désire explorer le monde et s'aventurer au-delà des frontières du royaume de son père, le roi des océans. Par amour, elle renonce à sa voix et manque d'y laisser la vie. Ah! Mais t'es... Malfort! Mais Miss Yellow, il est fou celui-là! Hype les histoires, je me crois dans la séance cinéma du matin, maintenant c'est unique. Mais il est fou lui, il vient de me donner 100 €. Miss Yellow! Je sais même pas... Gracias! J'allais dire, je sais même pas dire en espagnol, je ne sais comment te remercier. Lo no sé como... te gracias. Ça doit pas du tout être ça. Oh là là! 1000 merci, t'es un amour. Il est fou, lui. Gracias, c'est facile. Oh là 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 là. Il est fou. Ne soyez pas fou comme Malfort. Par amour, elle renonce à sa voix et manque d'y laisser la vie. Mais le bien l'emporte et elle sort de ses épreuves métamorphosée et heureuse. Pourtant, ce n'est que la moitié de l'histoire. Qu'en est-il de son ennemie Ursula, la terrible sorcière des mers? Pourquoi et comment est-elle devenue si retorse et pleine de haine, dédaignée par la cour de Triton? On a grave envie de lire ça. Moi, je suis très hypée. J'ai trouvé que la bête, c'était très bien. Que Evil Queen, c'était très bien. Et à chaque fois, c'est très bien expliqué. Salut à tous ceux qui nous ont rejoints. Thinker Girl, Nivek, Aude. Bienvenue. Moi aussi, je veux revoir Tulip. Il est à fond. Malfort, il m'en parle depuis quelques jours. Il est à fond. Je crois que si, je crois ça, je suis sûre que si. Alors c'est dédicacé pour ma mère et mon père en remerciement de tout leur amour et leur soutien et en mémoire de mon envoûtante compagne d'écriture féline, Flanze, qui me manque tellement. Ah, c'est son chat. Ça y est, ça commence et c'est déjà triste. C'est le chat de l'auteur en fait, Flanze, celle qui allait espionner la bête. C'est elle. Il y a un prologue, les gars. On est parti. Allez, on est ensemble pour un peu moins de 2 heures et on profite. Le brouillard ondulait dans le sillage d'Ursula comme un tentacule gris et noirâtre, tandis qu'elle avançait dans la ville apparemment abandonnée d'Ipswich. Le rire de la sorcière résonnait sur les cottages aux volets clos où se terraient les pitoyables habitants, terrifiés par la déesse des mers assoiffée de vengeance qui s'était abattue sur eux tel un cauchemar devenu réalité. Déjà, une histoire où il y a des cottages, j'aime. Tac. Pour cette excursion, Ursula avait adopté sa forme humaine. Alors elle est trop stylée sa forme humaine, elle est comme ça. Elle est trop belle, je voulais vous faire un cosplay de ça, mais bon, il aurait fallu montrer des boobs et tout, et c'était pas tout à fait en cohérence avec l'esprit du live et avec Twitch. Mais enfin, elle est vraiment très très belle. Son coquillage est énorme par contre. Enfin. Donc, elle a utilisé sa magie afin de contrôler les brumes, donnant vie à de longs tentacules menaçants qui s'enroulaient autour d'elle et la suivaient à la trace, flétrissant tout ce qu'ils touchaient. Elle semait la dévastation en une longue traînée de putréfaction aussi noire que le pétrole. On dirait une créature magique et j'adore. Elle se dirigea vers la principale place de la ville et s'arrêta devant la tour de l'horloge. Ses tentacules prirent le bâtiment d'assaut, le transformant en un obélisque noir et trapu qui aurait pu être utilisé dans un but autrement plus sinistre que celui de marquer le passage du temps. En général, je sais que pour ce genre de live, il faut que je prenne en plus un papier et un crayon parce que j'apprends toujours plein de mots que je ne connais pas. Tu peux pas rester, tu regarderas le replay sans faute. Eh bah, à bientôt, Thanos, pas de soucis. Sa magie était imprégnée de haine, dans laquelle palpitait une douleur vive et profonde. Ces humains lui avaient enlevé la seule personne qu'il avait jamais aimée et elle allait les faire souffrir. Ça y est, Dianis, il y a toujours une histoire de Huck là-dedans. Toujours, il y a un mec ou une nana, on me l'a pris, du coup je vais faire chier tout le monde. Tu vois. Tac.
Alors, je veux bien baisser la musique, mais je voudrais vraiment qu'on l'entende sur le replay. Alors, si c'est vraiment trop fort, dites-moi. Qu'est-ce que vous en pensez les autres? Parce qu'après, sur le replay, on ne l'entend pas. Alors. Elle dirigea ses appendices lugubres vers la mer, invoquant ses sombres serviteurs, des sirènes. Voilà, ça dépend un peu d'une personne à l'autre, alors je voudrais pas trop baisser la musique, je suis désolée. Ok. Salut Eliel, comment vas-tu? Des êtres pâles et terrifiants sortirent de la mer. Repoussant union de l'être humain et de la créature marine, ils semblaient avoir été enfantés par un esprit des plus dérangés et hallucinés. Sous leurs yeux ardents et noirs, leurs larges sourires découvraient d'innombrables rangées de dents pointues et jaunâtres. C'est sûr que la petite sirène n'est pas comme ça. Hein. Là, il parle d'autres sirènes, parce que nous, on l'a jamais connu comme ça. Leur peau fine et translucide de la couleur du lait laissait voir leur épaisse veine bleue et leurs endosquelettes grotesques. Si leur chant faisait trembler et saigner les humains, ils semblaient superbes aux oreilles d'Ursula. Elle le trouvait séduisant, grisant et d'une beauté à couper le souffle. La mélodie spectrale obligea les misérables villageois, envoûtés par l'appel des sirènes, à sortir des demeures dans lesquelles ils s'étaient terrés. Ils sont tellement faibles, pensa Ursula. Elle sourit en voyant les expressions ébahies sur leurs pauvres visages et éclata de rire à l'idée du sort qui les attendait. Ils s'avançaient, aveugles à leur propre destruction, incapables de s'y opposer pour sauver leur vie. Ils saignaient des oreilles et de la bouche, ils étouffaient dans leur propre sang, crachant, impuissants, ne pouvant même pas crier face aux horreurs qui les entouraient. C'est stylé, hein? Je te jure, on dirait un deck Magic. Très très stylé. Saigner des oreilles et de la bouche, c'est vrai que dans Disney, on voit pas ça souvent. Hein. Du coup, c'est bien parce qu'on l'a ici, quoi. Ursula frémit en pensant que c'était la plus belle chose qu'elle ait jamais vue. Si la sorcière des mers avait laissé le cœur des sirènes se poursuivre, les humains seraient morts. Mais les laisser mourir était trop facile, n'est-ce pas? Elle voulait contempler leur terreur et les regarder souffrir. Elle voulait qu'ils deviennent la chose qu'ils redoutaient et haïssaient le plus. Elle voulait qu'ils montrent combien ils étaient répugnants. Sa haine avait envahi Ipswich. Autour d'elle, à perte de vue, s'étendaient des terres ravagées. Elle se tenait au cœur de la dévastation comme une statue superbe et éclatante, le visage pâle de rage, les yeux teintés de tristesse, mais brillant de vengeance. Le cœur empli de haine. Une haine divine, c'était cela. Divine. Pour la première fois, elle se sentait véritablement vivante. Elle ne ressentait aucune pitié pour les êtres humains qui se vidaient de leur sang sous ses yeux. Il n'y avait aucune hésitation de sa part. Elle n'avait le temps ni pour les supplications ni pour les larmes. Le chant des sirènes les avait réduits au silence. Ils se tenaient devant elle, chétifs et infects, les yeux emplis d'horreur, tandis qu'elle les menait à la destruction. Par le pouvoir des anciens dieux, j'invoque ceux des profondeurs. Prenez ces humains et plongez-les dans les abysses de la douleur. Je fais une nouvelle voix pour Ursula parce que je ne sais pas faire la voix de Micheline Dax. Puis là, je l'imagine un petit peu, tu sais, sous sa forme de Vanessa et tout ça. Donc bon, je suis partie là-dessus. Salut Hugo, comment vas-tu? Il n'y a pas de chocolat, j'espère que ça va aller. Nous avons des pommes à la place, petit déjeuner. Oh, je suis trop désolée, Malfoy il regrette qu'on n'ait pas la soirée près du feu, avec ces petits chamallows dans le feu là. Eh, c'est bien aussi au petit déjeuner, la lecture au petit déjeuner. C'est bien. Une fois le sort prononcé, les humains s'effondrèrent au sol, frappés de convulsions, suffocants. Autour d'eux, ils virent les autres villageois se transformer en d'horribles créatures marines. Désormais, ils étaient liés à Ursula pour toujours, soumis à sa volonté. Inhumains pour l'éternité, monstrueux et abominable à jamais. Ursula éclata de rire et sa voix résonna au loin, jusqu'aux oreilles des sorcières des nombreux royaumes. Même les plus puissantes, les bonnes comme les cruelles, frissonnèrent en ressentant le poids de ses actes. Elles connaissaient bien la puissance de la magie de la haine et son potentiel destructeur. La haine! Ça y est, dans ce livre aussi. Le brouillard grisâtre et sombre s'enroula tout autour d'Ursula, tandis qu'elle observait les humains terrifiés, luttant contre leur transformation, leurs cris muets, rendant la scène encore plus séduisante à ses yeux. « Ne résistez pas, chers amis, s'exclama-t-elle en riant. Ou peut-être que si, en fait, c'est plus douloureux si vous vous débattez. » Tout était encore plus satisfaisant qu'elle ne l'avait imaginé. C'était splendide, cette haine, cette destruction absolue. La haine! Elle aggrave la haine, elle, hein? On va voir pourquoi. C'était glorieux. Son rire gronda sur le rivage quand elle atteignit les vagues de plus en plus hautes, tout en encourageant ces nouvelles créatures à rejoindre l'inconnu, des endroits sombres et effrayants auxquels les humains n'avaient jamais osé songer. Des lieux qu'ils n'avaient visités qu'en cauchemar ou dans le délire de la fièvre. À présent, les habitants d'Ipswich étaient ses serviteurs. Elle les utiliserait et les tourmenterait comme bon lui semblerait. Tandis que les vagues touchèrent ses pieds, elle se transforma lentement. La créature en elle ne semblait pas avoir d'autre choix que de jaillir de la chair humaine. Elle voulait désespérément être vue et ne pouvait attendre de se trouver entre les vagues. Elle grandissait devant ces sujets terrifiés, atteignant les proportions gigantesques du Léviathan, hurlant de rire devant leur détresse. C'est le Léviathan, la meuf, quand même.
Soudain, une figure perça les flots, comme le Hollandais volant, s'élançant à la surface. Il va y avoir un croisement avec les Pirates des Caraïbes, tu vas voir. Le Hollandais volant. Qu'est-ce qu'il fout là, celui-là? Mets fin à cette folie immédiatement, tonna une voix portant encore plus loin que le fracas des vagues, s'écrasant sur le rivage. Si Ursula n'était que ténèbres, le nouveau venu semblait composé de lumière pure. Il était beau, trop beau, insupportablement parfait. Ursula trouvait ces caractéristiques bien trop répandues chez les hommes de haut rang dans ces contrées. Elle ignorait qui pouvait être ce dieu mineur, mais elle savait déjà qu'elle ne l'aimait pas. « Qui es-tu pour me donner des ordres » demanda-t-elle en penchant la tête pour mieux observer cette parodie de dieu. « N'as-tu pas invoqué les anciens dieux » J'ai répondu. « Ah, je sais qui c'est !»« J'ai demandé de l'aide, pas d'interférence. Regarde autour de toi. Regarde ce que tu as fait à cette terre. Ta haine a tout brûlé. Elle est aussi ravagée que la terre de la vieille reine. » Ah, on parle encore de la vieille reine. Elle était déjà dans le livre d'avant, la vieille reine. On ne sait pas qui c'est. Tu vois, aussi ravagée que la terre de la vieille reine. Ils en ont déjà parlé dans le bouquin de la bête. Ne prends pas le même chemin, petite sœur. Rentre à la maison, chez moi, chez toi. Ah, c'est son frère? Non. Oh, ils en ont fait ça à sa tante. Vas-y. Ursula garda le silence, perplexe. Écoute-moi, ma sœur, je vois le collier que tu portes. C'est un cadeau de notre père. Nous pensions t'avoir perdu pour toujours. J'espérais que tu découvrirais ton pouvoir un jour et que tu ferais appel à moi, mais je ne m'attendais pas à ça. Il observa la destruction provoquée par Ursula, d'un air dégoûté. « Tu ne sais rien de ma vie, » protesta la sorcière des mers. « J'ai été abandonnée ici avec ces humains qui me craignaient et me détestaient. Tu n'as pas la moindre idée de ce que j'ai souffert. Ursula, tu ne te souviens vraiment pas de moi? Je suis ton frère, Triton. » Oh! Ursula regarda Triton, furieuse et désorientée, incapable de le situer. « Je suis désolée, Ursula. Il est temps que je te ramène à la maison. » Donc, comme la légende le veut, effectivement, Ursula serait la tante de Ariel. C'est la légende qui disait ça et le bouquin l'a confirmé. Chapitre 1. La sorcière des mers. Ursula n'avait pas vu ses chères amies les sœurs sorcières depuis des années. La dernière fois qu'elle leur avait rendu visite, elle venait d'être exilée de la cour de Triton. Elles avaient tellement de choses à se raconter. Elle aperçut les reflets du soleil sur les flots et comprit qu'elle atteignait enfin la surface. Elle pouvait presque distinguer les silhouettes floues des trois sœurs qui l'attendaient sur le rivage. Les voilà encore celles-là. Alors, quelqu'un disait la vieille reine, ce n'est pas Evil Queen, la Lixou. Je suis pas sûre parce que elle a été la vieille reine que le temps d'aller apporter la pomme en réalité. Et elle est morte derrière, tu vois, tombée de la falaise et tout. Donc, je suis pas sûre que ce soit elle, la vieille reine. Elle a jamais été caractérisée comme une vieille reine. Alors, elle pouvait presque... Donc, elle voit les sœurs sur le rivage, celles-là, elles sont tout le temps là. Cela a fait décidément longtemps, pensa-t-elle, décidant qu'elle pouvait se permettre une entrée spectaculaire. Elle sentit son corps grandir et ses tentacules s'allonger, une sensation qui lui donnait toujours l'impression de dominer les mers, ce qui était le cas. Je n'ai pas senti ce pouvoir en moi depuis des lustres. Sous cette forme, elle avait détruit des navires énormes, les brisant en éclats et laissant les débris couler jusque dans son royaume sombre et menaçant. Elle vit la stupéfaction dans les yeux écarquillés des étranges sœurs quand elle s'élança hors de l'eau à une hauteur vertigineuse. Les trois sorcières, Lucinda, Ruby et Martha, transies de froid, semblaient minuscules sur les rochers noirs et humides du rivage. Ursula pensa qu'elles avaient une sorte de beauté grotesque, avec leurs yeux trop grands, leurs petites bouches et leurs visages pâles et troublants, que leurs boucles noires encadraient trop parfaitement. Elle les trouvait belles, mais si les gouttelettes dégoulinantes des plumes qu'elles avaient dans les cheveux les faisaient ressembler à des oiseaux trempés, apeurés et incapables de voler. Il était difficile de l'imaginer en les voyant dans un tel éclat, se dit Ursula, mais les trois sœurs étaient des sorcières de légende. Elles étaient les cousines du vieux roi, le père de la reine appelée Blanche-Neige, bienfaitrice de la fée noire et sa princesse endormie. C'est quoi cette histoire encore? Le vieux roi, c'est le père de la reine appelée Blanche-Neige. Ah, donc dans cette histoire, Blanche-Neige est reine. Donc Evil Queen, elle est morte déjà. Blanche-Neige est reine, et du coup, elles sont les bienfaitrices de la fée noire et sa princesse endormie. La fée noire et sa princesse endormie. Ça peut être la Belle au bois dormant, ça je ne sais pas. Elle ne l'aurait jamais avoué à voix haute, mais Ursula leur devait d'avoir retrouvé son pouvoir. Elle lui avait en effet rendu son collier. Même si, pensa-t-elle, ce n'était qu'un juste retour en échange de quelque chose que leur petite sœur désirait de tout son cœur. Lucinda poussa un cri de surprise. C'est quoi ça? J'entends un bruit dans le piano. Ok. Je sais pas. Lucinda poussa un cri de surprise quand l'eau éclaboussa les visages stupéfaits des sorcières, assourdies par la voix et le rire retentissant d'Ursula. « Je suis tellement heureuse de vous voir, mes chères, dit cette dernière. Cela fait bien trop longtemps. » La sorcière des mers se pencha enfin
afin de placer son visage à hauteur de ceux des étranges sœurs. Elles étaient tellement saisissantes, pensa-t-elle. Mais elles ont trop de beauté sans les bonnes proportions. Genre, elles sont bizarres en fait. Ursula écarta les bras et les sœurs se précipitèrent vers elle d'un même mouvement, rassurées et soulagées de constater qu'elle ne leur en voulait pas. « Oh, merci Hécate pour ton resub, t'es un amour. Bonjour tout le monde. » Plein d'amour Hécate. « Je vois que tu portes notre présent, dirent-elles d'une même voix, désignant le collier au coquillage doré autour du cou d'Ursula. Elle craignait que la sorcière des mers ne soit furieuse si elle venait à découvrir que le collier avait passé tout ce temps à demi oublié dans leur garde-manger. « Salut, Feli Studio, bienvenue sur la chaîne et merci pour ton follow. » Ursula éclata de rire face à leur voix éraillée et aux plumes dégoulinant dans leurs cheveux corbeaux. « Merci, mes chers amis. Il faudra me raconter comment vous l'avez récupéré auprès de mon frère. Où est-ce Circé qui s'en est chargée? Je ne lui ai pas posé la question quand elle me l'a apporté. Où est-elle d'ailleurs? Je suis surprise de ne pas la voir avec vous. » Circé. Ce nom était le plus grand chagrin des étranges sœurs. Circé leur avait brisé le cœur. C'était à cause d'elle que Lucinda avait demandé l'aide d'Ursula. Les sœurs n'arrêtaient pas de pleurer et invoquaient en vain le nom de Circé dans les ténèbres, espérant qu'elle reviendrait enfin en les entendant la supplier de les pardonner. Circé n'ayant pas répondu, elles avaient alors appelé la sorcière des mers à l'aide. Bien sûr, Ursula allait vouloir quelque chose en échange, comme toujours. Ursula était la reine des affaires. Bah oui, évidemment. L'affaire avec Ariel, il nous le rappelle, tu vois. Et c'est la reine du troc. Lucinda a pris la parole la première. Notre bien-aimée Circé est partie loin de nous. Sa robe en satin rouge était humide de larmes, et ses yeux, comme ceux de ses sœurs, dégoulinaient de maquillage noir qui avait coulé sur ses joues tant elle avait pleuré. Elle était tellement en colère contre nous. Elle est partie là où notre magie ne peut la suivre, poursuivit Ruby. Martha, sanglotante, avait du mal à parler. C'est pour cela que nous nous tournons vers toi, Ursula. Nous voulons revoir notre petite sœur. Ursula posa la question qui s'imposait. Avez-vous essayé de l'invoquer, mes chers, dans l'un de vos nombreux miroirs magiques? Elles fondirent de nouveau en larmes. En partant, elle a dû lancer un sort qui nous empêche de l'invoquer. Les yeux globuleux de Martha, semblables à ceux de ses sœurs, étaient pleins de tristesse et de peur. Ursula vit qu'elles étaient réellement effrayées. Elle n'avait jamais vu ses amies dans un tel état, rongées de regrets et de chagrin. « Martha, dit-elle, je te promets que je vous aiderai à trouver Circé. Je puis vous assurer, mes chers amis, que vous reverrez votre petite sœur. » Puis Ursula sourit de toutes ses dents, en un rictus qui s'adoucit progressivement, quand elle adopta sa forme humaine par magie et qu'elle prit Martha qui pleurait toujours dans ses bras. Elle savait que les sœurs donneraient n'importe quoi pour revoir Circé. Mais si elle voulait les aider, et bien entendu elle était absolument ravie de le faire, il se trouvait justement qu'elle en avait besoin. Qu'elle avait besoin de la magie bien particulière des étranges sœurs en échange de ses services. Salut Camorgol, comment vas-tu? Chapitre 2, les sorcières sur la falaise. On va enfin savoir ce qui s'est passé avec Tulip. Une maison vert foncé aux finitions dorées et aux volets noirs, qui semblait faite de pain d'épices, était perchée tant bien que mal sur la falaise rocheuse. Son toit, en forme de chapeau de sorcière, était perdu dans le brouillard et encerclé de corbeaux croassants. « La fée noire se joindra-t-elle à nous » demanda Ursula pendant que les 4 sorcières se dirigeaient vers la maison des étranges sœurs. « Oh non, non, l'eau et le feu ne se mélangent pas » s'écria Lucinda. Ursula partit d'un grand rire, non sans se demander pourquoi les sœurs sorcières avaient si peur d'une rencontre entre elle et la fée noire. « Nous n'avons peur de rien, Ursula, mais nous voyons et entendons tout, » répondit Lucinda nonchalamment en la regardant de biais, tandis qu'elle montait l'escalier tortueux qui grinçait à chacun de leurs pas. Ursula songea aux nombreux endroits où elle avait rendu visite à ses amis et se demanda si la maison avait des pattes de poule et bougeait d'elle-même ou si les sœurs la faisaient simplement apparaître où elles le voulaient. Cette dernière hypothèse était sûrement la bonne, mais elle aimait les imaginer glousser dans leur maison à chapeau de sorcière, portées par des pattes de poule géantes. Elle rit sous cape, en entrant dans la drôle de petite maison où elle avait été si souvent reçue. L'emplacement avait régulièrement changé, mais la maison et sa cuisine désuète restaient les mêmes. Les rayons du soleil passaient à travers une grande fenêtre ronde dans le mur principal qui donnait sur le pommier de la vieille reine et les roulis des vagues sur les rochers. Alors, le pommier de la vieille reine, bizarrement, évidemment, on a envie de penser à Evil Queen. C'est quand même un peu Zola des fois ce truc, hein. On te décrit une baraque, une falaise, c'est bon quoi. Oui, on sait que Circé a échangé le coquillage contre Tulip, si j'ai bien compris, un truc dans le genre. Salut Lixiae, comment vas-tu? J'ai le coquillage. J'ai le coquillage d'Ursula. Merci Hugo d'avoir resub. 7 mois de pur bonheur dans cette communauté avec notre reine. Le temps passe si vite qu'on est bien accompagné. Quand on est bien accompagné. Besito mi reina de mon petit frère. Oh. Merci Hugo. Vous êtes des choux. Vous êtes vraiment des amours. Bon, je continue. J'ai fini Zola. Bon, les reines. Donc la vieille reine a son pommier. Non mais il est trop mignon Hugo. C'est oui, c'est hermanito.
Alors, les étagères étaient couvertes de superbes tasses à thé à motifs variés, étrangement dépareillés. Ursula n'aurait pas été surprise d'apprendre que les sœurs glissaient simplement les tasses qui leur plaisaient dans leurs poches. Elle se demanda si chaque tasse avait sa propre histoire, celle de son ancien propriétaire et de sa rencontre avec les 3 redoutables sœurs. Laquelle de ces tasses avait appartenu à la vieille reine et aux horribles sœurs Anastasie et Javotte, et laquelle avait appartenu à Maléfique? La cuisine donnait sur la pièce principale, dotée d'une imposante cheminée flanquée de 2 énormes corbeaux aux yeux d'acier regardant dans le vide. Les fenêtres en verre teinté représentant les différentes aventures des 3 sorcières laissaient passer une lumière inquiétante. L'une d'entre elles représentait simplement une pomme rouge. C'était une image de solitude et de tristesse, pensa Ursula, mais peut-être ne ressentait-elle cela que parce que les sœurs lui avaient raconté l'histoire de la vieille reine des années auparavant. La vieille reine, ça serait Evil Queen? C'est pas triste, hein? C'est pas une image de solitude et de tristesse, une pomme. Vous avez vos petites pommes, là? On aime bien, moi. On aime bien, moi. On aime bien, nous. Combien d'histoires avait-elle écoutées au coin du feu quand elle daignait prendre forme humaine? Ce corps de femme, cette créature, pensa-t-elle, n'était pas du tout à son goût. Elle se sentait petite et faible quand elle se déguisait en humaine. Sa voix aussi lui semblait différente, moins retentissante et autoritaire. Elle n'était chargée d'aucun pouvoir, d'aucune majesté. Elle ne parvenait pas à comprendre comment les humains avaient pu survivre aussi longtemps dans ces misérables tas de chair, toujours exposés à la douleur, toujours contraints de marcher ou de s'asseoir sur des meubles durs et inconfortables. Non, ma chaise, elle est bien. Mon petit trône, il est bien, là. Il n'est pas dur et inconfortable. C'était horrible, toute cette humanité. Elle déteste les hommes. Ça, c'est clair. Salut Calawen, comment vas-tu? Il est beau mon collier, mais j'ose même pas vous raconter les secrets de sa fabrication. Hein. Parce que vous allez rigoler. Hein. C'est un coquillage que j'ai ramassé sur la mer, je l'ai peint, et ça, c'est... Enfin, le collier noir, c'est des bouts de masque. J'ai pris des bouts de masque, je les ai accrochés. Voilà. Bah oui. Et on fait avec ce qu'on a, hein. Alors, au moins, elle avait Lucinda, Ruby, Martha et leur charmante compagne, Flanze, pour la distraire de ses désagréments. La chatte écaille de tortue cligna lentement les yeux cerclés de noir pour saluer les sorcières. J'essaie de lire vos messages, du coup j'arrête pas de buter sur les mots, je suis trop désolée. Bonjour, Flanze, sourit Ursula. Flanze me remua une oreille et cligna à nouveau des yeux, souhaitant la bienvenue à Ursula dans sa maison. Sous les traits humains de la sorcière des mers, Flanze voyait parfaitement la créature qu'Ursula était vraiment. Et elle la trouvait encore plus belle sous la forme que la sorcière adoptait parmi les humains. Le retour du chat, grave. Certes, Ursula ne manquait pas de beauté. Elle avait de grands yeux sombres et d'épais cheveux bruns foncés qui encadraient son visage en forme de cœur. Elle était belle, c'était évident, mais Flanze préférait sa véritable forme de sorcière, et il était évident qu'Ursula partageait son avis. Flanze observa les sorcières s'agiter dans la cuisine pour préparer le thé d'Ursula, qui avait posé les pieds sur un petit tabouret à coussin apporté par Ruby. Les 3 sœurs n'étaient plus les mêmes depuis que Circé était partie, et Flanze commençait à craindre qu'elles ne finissent par dépérir tant elle s'inquiétait. Mais ce qui la troublait le plus, c'était combien elles étaient devenues silencieuses. Elle avait pris l'habitude de leur radotage insensé et de leur bavardage animé, mais il régnait un calme quasiment insupportable maintenant qu'elles ne pouvaient plus s'agiter autour de Circé. C'était un peu ses boniches quand même. Les sorcières se contentaient de rester assises à broyer du noir, sans même songer à semer leur perpétuel désordre. Lorsqu'elles prenaient la parole, elles s'efforçaient de le faire de la manière la plus cohérente possible, espérant faire le bonheur de Circé quand elle rentrerait enfin à la maison. Flanze supposait que si les 3 sorcières avaient un cœur dans leur coquille vide et haineuse, il avait été brisé le jour où leur petite sœur les avait quittées, les yeux chargés de haine, la voix teintée de rage et le cœur serré par la tristesse. Ah, c'est triste ça, ouais. Dur Circé, hein, pas la belle vie celle-là. Circé n'était pas comme ses sœurs, se souvint Flanze. Non, mais là on parle d'un chat, hein. Se souvint Flanze, c'est un chat. Et d'un coup, on est dans la tête du chat, quoi. Elle aimait. Et elle estimait que Lucinda, Ruby et Martha avaient fini par aller trop loin dans leur magie en blessant quelqu'un à qui elle avait autrefois profondément tenu. Flanze ne tenait pas rigueur aux sœurs de ce qu'elles avaient fait au prince, de la malédiction qu'elles avaient participé à lui lancer ou des tourments qu'elle lui avait infligés. Elles avaient failli le rendre fou et avaient d'excellentes raisons. Il avait brisé le cœur de Circé et l'avait traité horriblement mal. Ah! En fait, je crois que Circé était vraiment amoureuse de la bête. Je pense qu'elle était vraiment amoureuse de la bête et qu'elle en veut à ses sœurs du coup d'avoir été comme ça. Tout ce qu'elles avaient manigancé, des intrigues aux machinations, elles l'avaient fait pour leur petite sœur. Mais Circé était furieuse qu'elles aient participé à la malédiction qui avait renforcé la cupidité et la violence du prince, manquant ainsi de causer la destruction de royaumes entiers. Non. Circé ne pouvait pas pardonner à ses sœurs et Flanze était presque sûre qu'elle ne leur adresserait plus jamais la parole afin de les punir. La superbe chatte espérait que la visite d'Ursula ferait renaître un minimum de cruauté chez ses maîtresses et les sortirait de leur dépression. Salut The Dry Khan, bienvenue sur la chaîne et merci pour ton follow.
Les pensées de Flanz furent soudain interrompues par des hurlements. Martha lâcha la théière en verre qui éclata en morceaux sur le sol blanc et noir de la cuisine. Ruby était en pleurs. Les éclats de verre étincelaient comme des diamants éblouissant Ursula. Les sanglots de Ruby devinrent si violents que la sorcière des mers la prit dans ses bras, essayant de calmer ses plaintes théâtrales. Flanz pense que Circé ne nous adressera plus jamais la parole. Bientôt les 3 sœurs poussaient en chœur des cris à fendre l'âme, se tordaient les mains et déchiraient leurs robes. La scène un peu biblique, tu sais. Martha commença à s'arracher les cheveux, et Lucinda déchira les plumes qu'elle portait dans les siens, les lançant autour d'elle comme une folle. C'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin de lancer des plumes autour d'elle pour avoir l'air folle, elle l'est déjà. Moi, je la trouve un peu tarée, celle-là. Surtout Lucinda a l'air d'être la pire quand même. « Mesdames, arrêtez !» tonna Ursula, et les sœurs entrevirent, sur le mur, derrière l'élégant corps humain dans lequel elle s'était cachée, l'ombre de sa véritable forme, pratiquement aussi grande que la cuisine. « Silence !» Les sœurs se turent aussitôt. « Vous reverrez, Circé, je vous l'ai promis. Mais auparavant, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. » Chapitre 3. Les sorcières à Ipswich. Les sorcières observaient la petite ville côtière d'Ipswich depuis le sommet des falaises rocheuses. Leur modeste cottage, abîmé par les intempéries, était à peine visible sous une épaisse couche de suie. On sentait distinctement la haine se dégageant du lieu, la haine, ainsi que la souffrance qui avait été éprouvée là et qui imbibait la magie à l'origine de ce cauchemar. Les sœurs n'étaient pas seulement intriguées, elles étaient impressionnées. Comme toutes les sorcières du royaume, elles avaient ressenti le frisson de pouvoir qui avait accompagné la destruction qu'Ursula avait semée tant d'années auparavant. La ville était devenue un monument à la mort, un avertissement rappelant de ne pas provoquer la colère de la sorcière des mers. À leurs yeux, Ipswich était splendide. Elle était là, la faille de la reine, pensèrent les sœurs, son amour. Elle ne s'était jamais totalement abandonnée au chagrin ni à la rage. Elle n'avait jamais complètement empli son cœur de haine. Elle observait encore sa fille, Blanche-Neige, grâce à un miroir magique. Leur miroir. Ok, donc la vieille reine, c'est Evil Queen. Le simple fait d'y penser les remplissait de rage. Blanche-Neige possédait toujours l'un de leurs trésors. Elle était donc protégée par la reine et hors de leur portée pour toujours. Oh, c'est beau ça. Evil Queen, dans la mort, elle protège Blanche-Neige. La vieille reine avait lamentablement échoué. Elle s'était noyée dans le chagrin, la solitude et la peur, puis elle avait laissé ses sentiments l'affaiblir. Même dans la mort, elle avait entouré Blanche-Neige de son amour et lui avait assuré une protection éternelle. Les sœurs se demandaient souvent jusqu'où elle aurait pu aller si elle ne s'était pas détruite par amour pour sa fille. Elle les avait tellement déçues. Mais Ursula était différente. Il n'y avait rien pour la distraire, elle n'avait personne à aimer. Elle était seule au monde, seule avec son chagrin et sa douleur. Non, elle ne les décevrait pas. Contrairement à la reine, Ursula serait capable de remplir son cœur de haine. Ah oui, le livre 1, c'était beau, hein. C'était fini par « Je t'aime ma fille ». Ça. La bête y était presque arrivée, n'est-ce pas? Alors attends. Arrivé à quoi? Lui aussi, il a été amoureux d'Ursula? Le prince était même allé trop loin peut-être. Parfois sa haine était si violente qu'elle effrayait les sœurs. Sans Circé et Belle, sa rancœur et son avidité lui auraient coûté la vie. Elles en revinrent à Ursula si différente de leurs autres sujets. C'était une créature remarquable et une sorcière formidable. Sans aucune de ses faiblesses humaines, sa haine était justifiée et pure sans la moindre trace de doute ou de sens moral. Les sorcières comme Ursula étaient rares, et les étranges sœurs étaient heureuses de la voir comme amie. Mais pourquoi les avait-elle amenées là? Que signifiait cet endroit? À la différence de ses amis, Ursula ne lisait pas dans les pensées. Les sœurs l'oubliaient parfois avant de se souvenir qu'elles devaient formuler leurs questions à voix haute si elles voulaient obtenir une réponse. Pourquoi cette ville? Oui, pourquoi il y a tellement d'endroits comme celui-ci? Des villes pleines de pécheurs meurtriers. Pourquoi te venger de celle-ci en particulier? Ursula éclata de rire, en constatant combien elle voyait petit. Elle n'avait pas déclaré la guerre à Ipswich parce que ses habitants offensaient la mer, c'était beaucoup plus personnel. J'étais ici chez moi, chère sœur. C'est ici que tout a commencé, et je veux vous raconter mon histoire. Oh! Ursula s'arrêta perdue dans ses pensées avant de déclarer. « Nous sommes là parce que je veux que vous m'aidiez à tuer Triton. » Ah, ça c'est son projet, ça. « C'est notre projet !» C'est tuer Triton. Bon courage. Les sorcières frissonnèrent. La magie de la haine était très puissante. Si Ursula était prête à unir tous leurs pouvoirs, comme cela semblait être le cas, elles avaient en effet une chance de détruire Triton. Mais les sœurs avaient besoin d'une raison pour s'investir au mieux, d'entendre son histoire. La haine véritable ne pouvait pas simplement s'invoquer, elle devait naître. Elle devait éclore de l'intérieur afin de devenir une entité propre et ramper jusque dans le cœur de ses ennemis pour les étouffer.
Si la cause en était digne, si leur haine pouvait être exploitée, les sœurs pourraient détruire n'importe quoi. Puis elles pensèrent à Circé. Leur Circé. Son cœur était plein de ressentiment, probablement pour la première fois. Son superbe petit cœur nourrissait de la haine pour ses sœurs aînées, ce cœur qu'elles avaient cru trop empli d'amour pour détester qui que ce soit, encore moins les membres de sa famille. Même dans leur pire folie, elles n'avaient jamais cru possible de perdre l'affection de leur petite sœur. Cela semblait impossible, Cela semblait impossible, mais n'en était pas moins vrai. Elles les haïssaient pour s'être mêlées des affaires de cette satanée bête. Quelles que soient leurs supplications, Circé n'entendrait pas raison. Son cœur était brisé, et Lucinda, Ruby et Martha ne pouvaient le réparer. Grâce à sa magie, Circé pouvait éviter ses sœurs pour l'éternité si elle le souhaitait. Une telle pensée les hérissa. Ne jamais revoir leur petite sœur était la pire punition possible, la chose la plus horrible qu'elles puissent imaginer. Elles se demandèrent même si elles le méritaient. La réaction de Circé était sûrement disproportionnée. Tout ce qu'elles avaient fait, c'était pour elle, pour la défendre, pour son amour, pour leur petite sœur adorée. Elles risqueraient volontiers leur vie afin de détruire Triton, le dieu de la mer, si cela leur permettait de revoir Circé. Elles détruiraient n'importe quoi. Et avec un tel enjeu, elles savaient qu'elles n'auraient aucune difficulté à déchaîner leur haine. Allez, on veut l'histoire là. Chapitre 4, le petit cœur de la mer. Oh, c'est joli ça. Le petit cœur de la mer. Confortablement installé dans la maison qui semblait faite de pain d'épices. Alors ça fait 2 fois qu'on nous le dit. Alors, je ne sais pas si c'est pour nous ressortir la sorcière qui est vraisemblablement celle de Hansel et Gretel. Je ne sais pas, parce qu'elle fait des maisons en pain d'épices. Ça fait 2 fois qu'on nous le dit. Flans et ses sorcières s'apprêtaient à écouter l'histoire d'Ursula. Les sœurs lui avaient cédé la place la plus confortable près de la cheminée, dans un fauteuil rembourré en velours bleu pervenche, ça c'est Malfoy qui s'assoit devant sa cheminée, et avaient superposé des coussins rouges matelassés pour qu'elle y pose les pieds. Ursula n'avait pas l'habitude de marcher, et cela la fatiguait. À côté du fauteuil se trouvait une petite table ronde portant une tasse ornée de roses. Les volutes de vapeur qui en échappaient s'enroulaient dans l'air comme des tentacules translucides. À l'exception des tristes aventures qui avaient frappé les sœurs et leurs chers amis, il aurait pu s'agir d'une visite parmi d'autres, l'une de ces nombreuses réunions passées à bavarder des événements au sein des royaumes et à raconter leurs actions malfaisantes respectives. Il n'y avait rien de tel que de partager des histoires avec leurs semblables, spécialement une sorcière comme Ursula. Une véritable sorcière d'origine royale, dotée d'un immense pouvoir. Et par-dessus tout, elle avait le sens de l'humour. Elle pouvait rire de tout, à commencer d'elle-même. C'était la sorcière la plus impertinente qu'elle connaissait, et c'était probablement pour cela que leur petite sœur l'aimait tant. Oh, Circé, la reverrait-elle un jour? L'avait-elle perdue à jamais? S'il lui est arrivé quelque chose d'atroce, sanglota Ruby. Cesse de te faire du souci comme ça. Oui, Ruby, calme-toi. Ursula va nous raconter son histoire. Oh, j'ai hâte. La voix d'Ursula, calme et posée, sans aucune trace de son accent théâtral habituel, ne retentissait pas. Genre, l'importance du langage, du corps. C'est ça, il parle de ça quand il parle de sa voix avec son accent habituel. Salut Charonix, bienvenue sur la chaîne, merci pour ton follow. Salut Nicolas. Tous ceux qui nous rejoignent, on lit l'histoire de Ursula. Très bien. Mon père, un humain, m'a trouvé dans les vagues, agrippé à un éclat de bois, probablement le débris d'un terrible naufrage. Il m'a tiré de l'eau et m'a ramené dans son village, où j'ai ensuite vécu. Mon père m'appelait son petit cœur de la mer et m'a élevé comme sa fille. Oh, mais c'est hyper mignon. On lit la saga des vilains. Voilà, ça, il y a un livre par méchant, donc c'est le 3e qu'on lit. Et ça nous fait découvrir un peu le passé de chaque méchant, pourquoi ils sont comme ça et tout ça et tout ça. Alors, c'est bien ce que j'étais, sa fille. Je lui disais au revoir chaque matin quand il partait sur son bateau de pêche. Et je priais les dieux de la mer de le ramener sain et sauf. Ce qu'ils ont toujours fait. Il était la seule personne à m'aimer vraiment. Chaque jour, il remerciait les dieux de la mer de l'avoir conduit à moi dans sa solitude, et je les remerciais de m'avoir mené à lui. Nous ne savions rien de la chose qui grandissait en moi, du pouvoir que je possédais, ou de la forme qui finirait par être la mienne. Si seulement j'avais eu confiance en son amour, si seulement je m'étais confiée à lui quand j'ai commencé à redouter la chose que j'étais en train de devenir. Les sœurs écoutaient attentivement. Elles attendaient la rage et la fureur. Mais Ursula semblait perdue dans ses souvenirs. Ceux de son père, sans doute. Elle ne l'avait jamais vue aussi pensive. Martha brisa le silence. « Il t'a trahi. Les hommes trahissent toujours, n'est-ce pas? Les pères n'aiment jamais leurs filles comme ils le devraient. » Ursula lui jeta un regard glacial mais ne répondit pas. « Il a été révolté par ta forme aquatique. Il a eu peur de ton pouvoir.
Je parie qu'il a essayé de te tuer. Les pères sont toujours tellement décevants. En même temps, les pères n'essaient pas non plus toujours de tuer leurs enfants. C'est-à-dire qu'il y a une juste mesure. Oh, nous savons quoi faire des mauvais pères. Nous pouvons demander à la vieille reine si tu ne nous crois pas. Si seulement Blanche-Neige n'avait pas le miroir. Nous savons une chose ou deux sur les pères malfaisants. Ah ça y est, il va y avoir une autre histoire de pères malfaisants. Qui pourrait être ça? Je ne sais pas. Alors, pour répondre à vos petites questions, Charonix. Oui, c'est toute une collection qui s'appelle la saga des Villains, voilà. Et du coup, il y avait Evil Queen en premier, et la Bête en deuxième, et là on fait Ursula en troisième, et puis il en existe aussi sur Cruella, Mergotel, voilà, il y en a d'autres. Maléfique. Oui, on dirait qu'avec leur père, ça s'est pas très bien passé, hein, celle-là. Oh, les larmes jaillirent soudain des yeux d'Ursula, et elle dit simplement « Non ». Les sœurs comprirent qu'elles s'étaient terriblement trompées et regrettèrent amèrement leurs propos. Ah, elles sont quand même pas si connes. Elles attendirent en silence que leur amie reprenne son récit, même si elles avaient déjà saisi que rien n'était de la faute de son père. Les coupables étaient sans doute les habitants du village. « Ce sont eux, n'est-ce pas ?» grommela Ruby. « Ces abominables villageois !» Flance plissa les yeux et remua la queue. Elle ressentait fort peu d'affection pour la plupart des humains. Ils s'étaient toujours révélés indignes de confiance et avaient des superstitions plein la tête. Quand j'ai commencé à m'apercevoir que je n'étais pas tout à fait humaine, j'ai eu peur. Je n'avais aucune idée de ce qu'il m'arrivait. Je craignais d'avoir offensé les dieux, et je croyais qu'ils m'envoyaient un malheur. « Mais tu es une déesse du plus haut rang, » intervinrent les sœurs. Je ne pouvais pas le savoir à l'époque. J'étais juste une jeune fille. L'appel de la mère se faisait plus fort de jour en jour, et j'avais de plus en plus de mal à y résister. Le village était plein de simples d'esprit, toujours prêts à rejeter le moindre problème sur les dieux, toujours prêts à montrer du doigt ceux qui auraient provoqué leur colère, sauf mon père, qui avait réussi à garder ses distances jusqu'à mon arrivée. Flance pensa que ces sorcières risquaient de se mettre à pleurer à tout moment, en voyant les larmes enfler dans les yeux d'Ursula et en comprenant ce qu'il avait dû arriver à son père. Quelle manière terrible d'apprendre qu'elle n'était pas de ce monde. Inévitable mais terrible. Tous les matins, je marchais jusqu'aux falaises après le départ de mon père sur son bateau. Je cherchais des réponses en regardant la mer. Je me demandais pourquoi j'étais ainsi, pourquoi j'avais l'impression d'être différente des autres et pourquoi je me sentais obligée de sauter de la falaise. Ouais, carrément. Alors elle, quand elle est bizarre, elle veut sauter d'une falaise. Okay. Moi, heureusement que c'est pas comme ça, nous, le matin, quand on se lève, qu'on n'a pas trop le moral, on n'a pas envie de sauter d'une falaise, tu vois. Salut Nico, bah travaille bien. Je croyais devenir folle et j'avais peur car j'allais sûrement mourir si je me jetais ainsi à la mer. J'étais terrifiée de vouloir mettre fin à mes jours d'une manière aussi atroce. Pourtant, tout au fond de moi, je pressentais que ce n'était pas la mort qui m'attendait dans ces eaux froides et sombres. Il y avait autre chose, quelque chose de familier mais de bien trop effrayant. Je savais que si je cédais, l'océan m'emporterait d'une manière ou d'une autre. Quitter mon père qui m'aimait tant, c'était comme mourir. Chaque jour, je me retenais de sauter et je priais les dieux de me donner la force de rester sur le rivage. Mais un matin brumeux, je n'ai plus résisté et j'ai sauté. Et ce que j'ai vu était plus effrayant que tout ce que j'avais imaginé. « C'est ce jour-là qu'ils t'ont découverte ?» demanda Lucinda, son maquillage ruiné par les larmes. « Oui, ils m'attendaient sur le rivage. Ils m'ont traînée jusqu'au centre de la ville dans l'intention de me brûler. Bah, quelle vie elle a eue aussi, celle-là, la pauvre. Ça. Salut Tilvana, comment vas-tu? Bah la pauvre quand même, hein. Bon bah voilà, ils veulent la brûler. Tu m'étonnes qu'elle soit un petit peu vénère, celle-là. Salut Naruto! En même temps, moi, ça me ferait la même chose, hein. Si jamais un village voulait me brûler, je serais pas joyeuse, tu vois. J'avais connu ces gens toute ma vie. Ils se précipitaient hors de chez eux pour empiler tout ce qui pouvait prendre feu sur mon bûcher. « Comment t'es-tu échappé ?» demanda Ruby. « Mon père a dispersé la plupart des villageois avec son harpon, en menaçant de les tuer s'ils ne me libéraient pas. Mais ils sont vite devenus trop nombreux. J'imagine trop le père avec son harpon, là, avec sa petite pique. « Laissez ma fille !» Elle retomba dans le silence, visiblement happée par le cauchemar de son passé. Ils ont réduit mon père en lambeaux pour m'atteindre, pour essayer de me remettre sur le bûcher. Il s'est interposé entre eux et moi et m'a permis de m'enfuir. Ce que j'ai fait, j'ai fui dans le royaume de Triton. « Le royaume de Triton, dis-tu » s'exclama Lucinda. « C'est également le tien, de ton plein droit, tu es sa sœur. » Je ne savais pas qui j'étais à ce moment-là, soupira Ursula. Triton n'est venu à moi que lorsque j'ai ravagé Ipswich. Ah oui, elle a quand même rasé le village, donc. Je ne le considère pas comme mon frère. Il se fichait de ce que ces humains infects avaient fait à mon père ou de ce qu'ils m'ont fait à moi. Oh, il m'a ramené dans son royaume et m'a présenté comme sa bien-aimée sœur, certes, mais il ne m'a pas permis de vivre parmi son peuple sous ma véritable forme. Elle se redressa les poings serrés, renversant les coussins et haussa la voix. C'est ce visage que ma nouvelle famille a accueilli, et ce corps, exception faite de la queue de sirène.
Triton pensait que son précieux peuple ne pourrait pas supporter ma véritable apparence. Alors il m'a ordonné de me cacher dans un corps de sirène. Il ne voulait pas de moi pour sœur. C'était ça, ce qu'il voulait. Flance comprit. Triton avait volé la beauté d'Ursula. Il l'avait obligée à se cacher dans une nouvelle version de sa forme humaine, la privant ainsi d'être elle-même. Elle avait été prise au piège comme une chose répugnante. Quel piètre frère ce Triton, pensa la chatte. Quel frère incapable en vérité. Lucinda et Martha continuaient à écouter de peur de dire quelque chose de déplacé, mais Ruby, comme souvent, ne se retint pas. « Tu es une puissante sorcière, et tu peux prendre la forme que tu souhaites. Quelle importance !» Quelle importance sur la Ursula, son corps grossissant et enflant. Quelle importance! Il était fort rare qu'elle adopte sa véritable forme sur la terre ferme. C'était douloureux, et elle avait du mal à respirer. Cela pouvait s'avérer en outre très dangereux en présence de certaines personnes. Mais pendant un court instant, elle laissa son corps apparaître, comme si la haine qu'elle éprouvait ne pouvait plus être contenue. La haine! Bon, c'est vrai que Triton n'a pas été très cool à ce niveau-là, mais enfin... C'est vrai, je peux adopter la forme que je veux, c'est ainsi que j'ai envie d'être et je n'ai pas à en avoir honte. Bien sûr que non, bredouilla Martha, visiblement impressionnée par la rage d'Ursula. Mais ce n'est pas le pire, mes chers. N'oubliez pas que j'ai passé des années dans ce village. Mon frère n'est jamais venu me chercher. Il ne s'est manifesté qu'après la mort de mon père, une fois que je suis revenue pour détruire tous ces humains fétides et meurtriers. Et pourquoi? À votre avis, pourquoi est-il venu? Pas parce qu'il m'aimait, pas parce qu'il cherchait sa chère petite sœur. Il est parti à ma recherche parce qu'il ne pouvait pas monter sur le trône sans prouver que j'étais morte ou indigne de régner. Il a abandonné sa petite sœur et n'a pas daigné me chercher tant que cela ne lui a pas été utile. Je pense qu'il a utilisé sa magie pour que je découvre toute seule mes pouvoirs, pour que je me transforme parmi ceux qui allaient me faire du mal. Il devait savoir que je vivais parmi les humains et comment ceux-ci allaient réagir, qu'ils allaient essayer de me tuer. Je serais surprise que cela n'ait pas été son objectif tout du long. Ses actions ont causé la mort de mon père et cela ne lui a absolument rien fait. Vous savez ce que Triton pense des humains. Il n'aurait pas pris la peine de me condamner pour ce que j'avais fait à Ipswich si je n'avais pas transformé les habitants et ne les avais pas envoyés souiller son royaume. Polluer son précieux royaume avec de dégoûtants hybrides. Elle a transformé des mecs, elle en a fait des hybrides et elle les a envoyés dans la mer. Je crois que c'est ça. Vous n'avez pas idée de ce que j'ai entendu dire à la cour. Les récits de la colère de Triton contre les humains qui offensaient la mer étaient légendaires. Pourquoi, dans ce cas, mes actions lui ont-elles tant déplu, si ce n'est pour me faire passer pour une folle, une créature malfaisante, vile et meurtrière, qui ne méritait pas de partager son trône? Quand les choses ont empiré entre nous, quand il faisait encore semblant de me vouloir à ses côtés, il a même dit que mon père méritait son sort pour les innombrables meurtres qu'il avait commis en péchant, et parce qu'il ne craignait pas les dieux. C'est clair que là, s'ils sont vénères contre les hommes juste parce qu'ils pêchent des poissons, bon bah, oui, forcément. Mériter d'être détruit en lambeaux par ces véritables villageois, ton père te défendait. Triton s'est débarrassé de moi parce qu'il craignait mon pouvoir. Il s'est dit horrifié par ce que j'avais fait à Ipswich, mais je pense qu'il a eu peur que je n'en fasse de même dans son précieux royaume et ne m'en empare de force. Ursula poursuivit, de plus en plus furieuse. Je suis certaine qu'il n'a jamais eu l'intention de m'accepter comme sœur, et je ne sais pas pourquoi il a insisté pour que je le rejoigne dans son royaume. Nous n'arrêtions pas de nous disputer, et nos conflits sont devenus des mythes que seuls les plus courageux courtisans osent évoquer. Savez-vous qu'il a banni mon nom de la cour? Ces plus jeunes filles ne savent même pas que j'existe, et la plus âgée croit que je ne suis qu'un cauchemar. Il ne m'a ramené que pour prouver que j'étais indigne de partager son trône. Vous auriez pu régner ensemble, s'exclama Lucinda, qui sentait le chagrin d'Ursula causé par la perte de son père, peut-être par celle de son frère également. Maintenant je vais m'emparer de son royaume, mon royaume, et détruire tous ceux qui oseront se mettre en travers de mon chemin. Il aurait pu être mon frère, ma famille, mais ce temps est révolu. Qu'Hadès l'emporte pour ce qu'il a fait. Que le néant l'emporte. Hadès, c'est trop le dieu des dieux ou quoi? Déjà la dernière fois ils avaient parlé d'Hadès et je comprenais pas. Au lieu de dire genre, tu vois, Dieu merci, ils disent Hadès merci, tu vois. Ça m'avait fait marrer. Voilà, elle était là. La haine. La haine. La haine de ces misérables créatures qui avaient assassiné le père d'Ursula. La haine de son frère insensible face à un tel drame, le frère qui avait fait de sa propre sœur une créature hideuse à enfermer quelque part pour ne plus jamais poser les yeux sur elle. Les sœurs récoltèrent cette haine comme un don précieux. Elle allait leur donner le pouvoir de ramener Circé. Maintenant, elle devait juste trouver un moyen de tuer Triton. Ursula eut un sourire mauvais, le genre de sourire qui montrait qu'elle préparait un plan. Oui, elle avait un plan. « Nous allons détruire sa fille » s'exclama-t-elle. Lucinda pencha la tête. « Laquelle? Il en a tellement !»« La plus jeune, mes précieuses créatures. N'est-ce pas divin ?» Ruby sauta de joie et se frotta les mains. « La princesse Ariel ?»
Oui, mes chers, et elle nous a beaucoup facilité la tâche. Vraiment demanda Martha en fouillant la pièce du regard à la recherche de Flanze, qui avait dû leur fausser compagnie sans qu'elle ne s'en rende compte. Oh oui, c'est délicieux. Elle est tombée amoureuse d'un humain. Un humain couina Ruby, aussitôt suivie par Martha et Lucinda. Qu'en pensera son cher père, à votre avis sourit Ursula. Sa détestation des humains est légendaire. Il détruit leurs navires à la moindre opportunité. Les sœurs se regardèrent d'une manière qu'Ursula avait appris à connaître au fil des années. Elles avaient une idée. De quoi s'agit-il, mes chers? Qu'avez-vous concocté dans vos petits esprits sournois? Les sœurs examinèrent leur idée en silence pendant un instant, les yeux écarquillés, les lèvres étirées par un sourire grandissant. Leur visage blanc et lisse comme la porcelaine se craquelait comme un mur de pierre blanchi à la chaux en train de se disloquer. Elle voudra devenir humaine, elle aussi. Triton en mourra, voir sa fille bien-aimée devenir ce qu'il exècre. Mais ce n'est pas assez, ce n'est qu'une punition parmi d'autres. D'abord l'avoir métamorphosé, puis assister à sa destruction. Ce n'est qu'alors qu'il comprendra vraiment ce qu'est la perte d'un être cher. Ursula éclata de rire, mais pas avant de renoncer à son âme, et cela sera sa chute. Les 4 sorcières rirent aux éclats, ravies de leur plan. Cette fois cependant, elles prirent soin de ne pas laisser leur voix atteindre les autres royaumes, comme le voulait la coutume. Leur magie était une magie noire et secrète, et elles ne pouvaient permettre aucune interférence, même de la part d'une sorcière bien intentionnée, souhaitant leur prêter main forte. Non, c'était beaucoup trop important, car leur vengeance était pure et justifiée, sans le moindre doute possible. Nous détruirons Ariel. La fille paiera pour les péchés du père, puis nous tuerons Triton, et quand nous l'aurons tué, nous danserons en buvant leur sang. Non, ce n'est pas écrit. Oui, nous danserons sur la tombe de son tyran de frère. Les étranges sœurs dansaient en cercle autour d'Ursula, qui avait retrouvé sa véritable et superbe forme. Ses tentacules s'enroulèrent autour des 3 sœurs qui tapaient des pieds et chantaient la mort de Triton. Son rire fit trembler les tasses et les flacons de potions dans la petite maison où les sorcières préparaient l'anéantissement de la plus jeune fille du roi des mers, Ariel. Chapitre 5. Une visite. Le château de Morningstar surplombait les falaises et l'océan, tel un phare éclatant dans le brouillard. Alors je rappelle que Morningstar, c'est le nom de famille de Tulip. Alors peut-être qu'on va avoir accès à Tulip. J'aimerais bien. Moi je l'aime bien. Il avait d'ailleurs été bâti sur les restes d'un phare cyclopéen, un vestige de l'époque à laquelle les géants avaient dominé ces terres, après leur grande bataille contre les seigneurs des arbres. L'ancien phare contenait une magnifique lentille façonnée par un nain, Fresnel. Elle ressemblait à un gigantesque bijou de cristal et émettait une lumière très brillante grâce à laquelle les navires évitaient les falaises rocheuses. Le château avait été volontairement érigé de manière à ressembler au phare d'origine et ses superbes fenêtres laissaient passer la lumière des lustres qui éclairaient ainsi la nuit. Mais pour vraiment profiter du château de Morningstar, pour en découvrir toute la beauté, il fallait l'observer depuis le large au solstice. Nombre de marins et de pêcheurs faisaient un détour, parfois de très loin, juste pour voir le château, souvent appelé le phare des dieux. Le clan Morningstar était une famille très respectée, toujours prête à aider ceux qui en avaient besoin, et était bien sûr l'amie de ceux qui naviguaient sur les flots au péril de leur vie. Elle portait secours aux naufragés qui échouaient sur ces rivages ou qui se perdaient lors de longues traversées. D'ailleurs, c'était l'une des rares familles royales sans ennemis. Elle entretenait d'excellents rapports avec les autres royaumes. Ses plus proches alliés étaient néanmoins les royaumes sous-marins qu'elle avait besoin. Elle avait besoin des dieux des mers pour assurer son bien-être. C'est ça? C'est quoi ça? Je connais pas. La lentille de Fresnel. Longtemps auparavant, le roi avait convenu avec la sorcière des mers qui habitait dans ses eaux qu'il n'interférerait jamais dans ses affaires. Elle, de son côté, ne se mêlerait pas de son royaume non plus. À la différence de son frère, qui détestait les humains à cause de la pêche. Ursula était plus tolérante sur le sujet, tant que les pêcheurs de Morningstar respectaient les limites établies. Ces étendues se trouvaient dans le royaume d'Ursula, les eaux périlleuses. Son frère n'y avait aucune autorité. L'accord profitait à tout le monde et la sorcière des mers ne voyait aucune raison de l'enfreindre tant que les Morningstar restaient à leur place. Par conséquent, elle n'avait pas rompu l'accord quand la fille du roi, la princesse Tulip, s'était jetée du sommet de la falaise. Après tout, elle se trouvait sous l'océan et dans le domaine d'Ursula. La princesse n'avait été que trop heureuse d'accepter l'offre d'Ursula, sa beauté et sa voix en échange de sa vie. Quand Tulip se remémorait cette terrible expérience, elle avait l'impression que tout s'était passé dans une autre vie. Elle était justement en train d'y penser, pelotonnée devant une fenêtre baignée de soleil du petit salon, une tasse de thé à la main, et elle pouvait encore entendre la voix d'Ursula résonner à ses oreilles.
Alors là, elle est dans son château quand même. Allons, allons, ma chérie. As-tu vraiment le cœur brisé? La perte de cet horrible prince vaut-elle vraiment ta vie? Non, j'ai fait une terrible erreur. Oui, ma chérie, mais je peux t'aider. Je n'aurai besoin que de 2 choses en échange. Ta beauté et ta voix. Augustin Fresnel, Fresnel en phonétique, était un ingénieur français. J'ai failli prononcer le nom du nain Fresnel, j'étais pas sûre. Et j'ai dit Fresnel, mais j'aime bien Fresnel. Je vais l'appeler Fresnel dorénavant. Tulipe avait été ravie de se débarrasser de sa beauté, cause de tous ses malheurs. Personne, à part sa chère Nounou, ne semblait jamais s'intéresser à ses autres qualités. Le prince ne l'avait aimée que parce que sa beauté pouvait rejaillir sur lui. Elle devait rester assise et calme, toujours magnifique et silencieuse, pendant qu'il faisait ce qu'il voulait. Et elle avait joué son rôle à la perfection. Elle grimaça en pensant à quel point elle s'était ridiculisée pendant des mois. Horrifiée d'avoir laissé le prince la traiter aussi mal. Voilà ce que la beauté lui avait apporté, le chagrin et l'humiliation. Une fois qu'elle s'en était débarrassée, elle avait pu se concentrer sur ce que faisait vraiment d'elle ce qu'elle était. Sur ce qui faisait vraiment d'elle ce qu'elle était. La vie était plus vaste qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Quant à sa voix, eh bien, elle ne lui avait également causé que des ennuis. Elle était contente d'en être privée, de ne pas devoir parler de la pluie et du beau temps, voire de ne pas devoir parler du tout. Après cette journée au bord de la mer, elle avait décidé que c'en était fini d'être princesse. Plus de bals élégants ni de rencontres avec des membres de la royauté, et certainement plus de fiançailles avec d'horribles goujats. Des goujats! C'est un goujat. Aujourd'hui, on ne dit plus trop ça, c'est un goujat. Ses parents l'avaient suppliée d'envisager un bon mariage et elle avait bien failli céder tant elle culpabilisait. Elle voulait réellement aider le royaume de son père en épousant un riche prince, mais ne pouvait tolérer une autre brute dans sa vie. Non, elle ne le permettrait pas. Elle avait fermement pris sa décision et avait décrété qu'elle aimait sa vie exactement comme elle était lorsqu'une charmante jeune femme prénommée Circé était venue négocier sa beauté auprès de la sorcière des mers. « Mais je n'en veux pas, je ne veux pas être belle » hurla Tulipe. Stupéfaite, Circé regretta presque d'avoir convaincu Ursula de rendre sa voix à Tulipe quelques instants plus tôt. « Mais ma chère, c'est ta voix, elle t'appartient. J'ai quelque chose que la sorcière des mers désire beaucoup plus que ta beauté, et j'oserais dire que tu n'as pas vraiment le choix. Affaire conclue, comme on dit. Elle n'aura pas cet objet tant qu'elle ne t'aura pas rendu ta beauté, et je te garantis qu'Ursula détruirait le Panthéon tout entier pour le récupérer. » À sa grande horreur, Tulipe avait alors retrouvé toute sa beauté dès le lendemain matin. C'était comme un conte de fées complètement tordu, confus et à l'envers. Voyez-vous, une fois que Tulipe était redevenue belle et que cette Circé avait fait en sorte qu'elle soit en possession d'une belle dot, tous les princes de tous les royaumes environnants s'étaient précipités au château de Morningstar afin de demander sa main. Autrefois, Tulipe aurait adoré attirer tant d'attention. Désormais, elle ne rêvait que d'une chose, renvoyer tous ces hommes pathétiques chez eux. Pathétiques! La princesse était ravie de passer ses journées avec sa nounou ou de dévorer les livres de la bibliothèque pendant des heures. Elle s'entendrait bien avec Belle, celle-là. Elle s'était habituée à la vie telle qu'elle était avant la visite de Circé. Le silence autour d'elle pendant qu'elle lisait les aventures de courageuses héroïnes échappant à leur terrible belle-mère ou celle de la fée noire qui avait lancé un sort sur une jeune femme pour la protéger. Elle aimait ne pas être contrainte à parler, et pour la première fois, elle avait passé du temps avec elle-même, sans s'inquiéter de l'impression qu'elle faisait sur tel ou tel prince, sans se demander si elle avait dit quelque chose de déplacé à table, ou si la teinte de rose qu'elle portait mettait suffisamment ses joues en valeur. Elle n'avait jamais été aussi heureuse de toute sa vie. Nounou interrompit le cours de ses pensées en entrant. « Qu'est-ce que c'est » demanda Tulipe en voyant que Nounou tenait un panier orné d'un superbe bouquet de roses terriblement familières. « Je ne sais pas, mon enfant, mais il vient clairement de cet horrible royaume. » Ah oui, à la base, elle parlait comme ça. « Je ne sais pas, mon enfant. » Parce que c'était une vieille. Mais bon, les vieilles ne parlent pas forcément comme ça. Bien sûr, Nounou faisait référence à l'affreux prince auquel Tulipe avait été fiancée. Elles avaient entendu dire qu'il avait changé et était tombé amoureux d'une remarquable jeune femme appelée Belle. Apparemment, ils étaient très amoureux et vivaient dans le plus grand bonheur. Considérant la façon dont le prince l'avait traitée, Tulipe avait du mal à le croire. Mais elle se souvenait avoir rencontré Belle au bal du prince et avoir justement pensé qu'elle n'était pas du genre à se laisser faire. Si quelqu'un pouvait faire changer le prince, Tulipe pensait que ce serait une femme capable de s'affirmer, comme elle ne saurait jamais le faire. Elle espérait qu'ils étaient heureux et avait apprécié la lettre que le prince lui avait envoyée peu de temps après son mariage. Il l'avait supplié de le pardonner et lui avait promis d'arranger les choses pour son père. Franchement, elle ne pouvait pas imaginer le prince écrire une telle lettre et avait été surprise que son père lui avait dit qu'il avait tenu parole. Mais ses dernières actions avaient beau être galantes, elle ne pouvait oublier son comportement abject et avait décidé qu'il valait mieux éviter toute correspondance avec ce rustre. Le pauvre, le rustre.
Tu crois que c'est de sa part demanda Tulipe, la lèvre tremblante à la simple évocation de la sale bête qu'elle avait failli épouser. Je ne pense pas. Peut-être que le panier vient de la vieille Madame Samovar. Tu sais qu'elle t'adorait. La princesse éclata de rire en entendant Nounou qualifier quelqu'un de vieux. Sa nounou, qu'elle aimait de tout son cœur, était incroyablement âgée, c'est pour ça. Et ressemblait à une vieille pomme toute fripée avec sa peau blanche, poudreuse, profondément ridée, et ses cheveux gris argent. Elle était petite, tassée par l'âge, et avait le dos un peu courbé, mais elle avait un sacré caractère et ses yeux pétillaient toujours. « Allez, ma chère, ouvre-le. » Je sais pas pourquoi, mais là, quand ils ont détruit cette femme... Quand ils ont décrit cette femme... Je sais pas ce que j'ai en ce moment et voilà. C'est l'effet Hunter, je pense. Mais j'ai pensé à Mère Gothel. On dirait trop Mère Gothel quand elle est pas... quand elle ne bénéficie pas de la beauté, de la fleur. Vous êtes pas d'accord? Tulipe observa le paquet avec méfiance et décida de l'ouvrir le plus précautionneusement possible, de peur qu'il ne contienne quelque chose de dangereux. Elle eut alors une excellente surprise. « Flance, ma fille, comme tu m'as manqué !» Flance était une belle chatte blanche, noire et orange, à laquelle Tulipe s'était attachée durant ses séjours chez le prince, à l'époque de leurs fiançailles. Parfois, la chatte avait été sa seule compagnie quand le prince était à la taverne avec son ami Gaston. Ce Gaston, ça y est, il la laissait seule à la moindre opportunité. Flance lui avait beaucoup manqué au cours des longs mois suivant leur rupture. Mais comme elle l'avait pensé plus tôt, tout cela semblait s'être produit dans une autre vie. Parfois, elle regardait en arrière, se sentant ridicule et stupide d'avoir laissé le prince la traiter comme il l'avait fait. Cela ne se reproduira jamais, pensa-t-elle en caressant Flance. En même temps, ils ont envoyé le chat pour l'espionner, là, je pense. Que la chatte, elle va aller prendre des infos et le dire aux sœurs, je pense. Ces derniers temps, elle avait décidé d'en apprendre plus sur le monde. C'en était fini de chercher maladroitement le bon mot ou de glousser au lieu de participer à la conversation. Elle était devenue une autre femme et n'avait jamais été aussi épanouie. « Oh, Nounou, c'est ma Flance !» s'écria-t-elle. « Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça du tout. Je ne veux rien qui vienne de cet endroit maudit chez nous. » Flance lança un regard terrible à Nounou. En réalité, la chatte savait qu'elle n'était pas comme la plupart des humains. Elle voyait des choses que les autres ne voyaient pas. Flance n'aurait pas été surprise d'apprendre que cette chère Nounou était en réalité une sorcière qui avait perdu ses pouvoirs et ses souvenirs bien longtemps auparavant, mais conservait une étincelle de magie en elle. Obligée, c'est Mère Gothel. La Nounou de Tulipe, je vois pas autre chose. C'est Mère Gothel. Nounou, non, ce n'est pas de la faute de Flance, et tu sais très bien que le château n'est plus enchanté. Circé nous l'a dit lors de sa dernière visite. Flance dressa les oreilles. C'était en effet la raison de sa venue. Elle espérait avoir des nouvelles de Circé. Elle ne doutait pas du pouvoir de ces sorcières ou de leur capacité à trouver leur petite sœur, et savait qu'elles étaient en bonne compagnie avec Ursula, enfermées avec leurs intrigues, leurs potions et leurs sorts. Mais elle voulait les aider, et comme le château de Morningstar était le dernier endroit que Circé avait visité avant de disparaître, Flance pensait que c'était un bon début pour commencer ses recherches. « Je me fiche de savoir qu'il a épousé la fille la plus douce et angélique de la terre. Je ne lui fais pas confiance !» s'exclama Nounou, toujours furieuse contre la bête. Tulipe l'ignora et tourna son attention vers son amie qu'elle n'avait pas vue depuis bien trop longtemps. « Flance, comment es-tu arrivée ici ?» La magnifique chatte la regarda de ses yeux cerclés, dorés de noir, sans pouvoir répondre. Elle espérait que Tulipe penserait qu'elle avait été envoyée par quelqu'un du château. La princesse ne savait pas que Flance appartenait aux étranges sœurs, bien sûr. D'ailleurs, elle ne savait même pas qui étaient les étranges sœurs. Tulipe avait toujours pensé que Flance vivait à la cour de la bête, ce qui avait été le cas tant que cela avait été utile à ses maîtresses. « On peut la garder, Nounou. Tu sais que je l'adore. Je t'ai beaucoup parlé d'elle. » Flance frotta son visage contre celui de Tulipe et se mit à ronronner. Elle fait sa mignonne. Elle fait genre « Garde-moi !» « Je suppose que oui, » soupira Nounou, incapable de refuser grand-chose à sa Tulipe. « Mais nous devrions peut-être demander à Circé de jeter un œil à cette chatte pour être sûr qu'elle n'a pas été envoyée par quelqu'un de mal intentionné. » « Penses-tu, Nounou? À t'entendre, on croirait que Circé est une espèce de sorcière capable de faire des choses pareilles. » « Circé est une sorcière. Je n'ai jamais rencontré une sorcière plus authentique. »« N'importe quoi. Je ne peux pas te laisser dire ça. Circé est une amie, comme une sœur. » « Cela ne coûtera rien de lui poser la question à sa prochaine visite, soupira Nounou. Sais-tu si elle a prévu de venir bientôt? Elle va et vient comme elle le souhaite, mais il est vrai qu'elle n'est pas passée depuis longtemps. La dernière fois, elle a essayé de m'expliquer les vertus de la confiance et de me réconcilier avec l'amour et toutes ces bêtises. Comme si j'allais épouser l'un de ces idiots arrogants qui se présentent à ma porte depuis que j'ai retrouvé ma beauté et ma fortune. Je préfère passer mes journées à lire et à en apprendre davantage sur le monde. Je n'ai aucune envie de rester enfermée dans un château et de me plier aux 4 volontés d'un homme.
Nounou lui sourit d'un air entendu. C'est la dernière chose que je te souhaite, moi aussi. Mais tu trouveras peut-être un jeune homme qui ne t'aimera pas seulement pour ta beauté ni ta fortune, mais pour ton charmant esprit. Tulip plissa le nez d'un air dégoûté, mais Nounou continua. Et si c'est le cas Mais Nounou continua. Et si c'est le cas, ma chère, je ne plisserai pas le nez aussi rapidement. Nounou posa affectueusement la main sur sa joue et regarda droit dans les yeux bleu ciel. Je pense que tu aurais pris conscience de ton potentiel dans tous les cas, que tu aies perdu ta beauté ou pas. Tu oublies que Nounou lit dans ton cœur et a toujours su qu'il abritait un esprit assoiffé de connaissances. Ta beauté ne t'a jamais empêché de faire quoi que ce soit, ma chérie. C'est toi qui t'es retenue. Je suis tellement heureuse que tu te sois enfin trouvée. Nounou avait raison, pensa Flanz. Son amie Tulip avait bien changé, et elle aimait ça. Elle n'avait jamais été gênée par la frivolité et l'apparente bêtise de la princesse, dont elle appréciait la douceur et les attentions. Mais cette nouvelle Tulipe plus résolue était intéressante. Flanz sut d'emblée qu'elle allait apprécier sa compagnie et celle de Nounou plus que jamais auparavant. Ça va être leur espion, là. Chapitre 6. Pauvres âmes en perdition. L'antre d'Ursula se trouvait dans les profondeurs abyssales, sous les falaises du royaume de Morningstar. Niché dans le squelette d'un abominable monstre marin, il brillait d'une lueur étrange et putrescente. La sorcière des mers était ravie d'être de retour chez elle, auprès de ses compagnons avec tout le confort de son intérieur. Elle avait passé beaucoup trop de temps sur la terre ferme récemment et avait besoin du calme des profondeurs. Les trois sœurs savaient quoi faire et travaillaient dur tandis qu'elles se préparaient à recevoir la visite de la Benjamine de Triton. Il ne leur fallait qu'un seul élément du sort, l'âme d'Ariel. Les protégés d'Ursula nageaient autour de leur maîtresse, qui leur avait désespérément manqué quand elle était partie chez Lucinda, Ruby et Martha. Ils gardaient le silence, sachant qu'elle préparait ses plans pour duper Ariel, et la regardaient avec le même enthousiasme. Ils étaient tous deux dotés d'un œil blanc et d'un œil jaune qui étincelait dans les eaux sombres. Seule Ursula connaissait leur véritable nature. Ils semblaient partager un même esprit, comme leur symbiote déviant. Les discrètes créatures ondulaient, tandis qu'Ursula observait Ariel dans une bulle magique. La petite sirène se hâtait de rentrer chez Triton. Elle était en retard pour le plus important événement de ses jeunes années, sa présentation au peuple des sirènes. « C'est ça, rentre vite, ma princesse. Il ne faudrait pas manquer la fête de ton bon vieux papa. Belle fête, en vérité. De mon temps, il est vrai qu'on savait s'amuser, à l'époque où je vivais au palais. Et aujourd'hui, regardez-moi, banni, exilé. Pendant que lui et ses misérables poissons galeux font la fête. Oh, qu'ils en profitent, les scélérats. Je vais bientôt leur jouer un tour à ma façon. » Ça, c'est un petit peu Ursula quand elle n'est pas gentille, quoi. « Flotsam, Jetsam, surveillez-moi de très près la petite fille chérie de ce vieux fou. C'est elle, peut-être, qui sera l'instrument de la chute du roi. » Ursula détestait être reléguée à ses piètres stratagèmes depuis qu'elle avait été bannie du royaume de son frère et condamnée aux ténèbres, où elle devait négocier des miettes de pouvoir une par une. En fait, ce que je trouve trop marrant, c'est que quand j'étais petite, il y avait une rumeur dans la cour de récré comme quoi Ursula était la tante d'Ariel et la sœur de Triton. Et moi, j'étais trop genre, non, mais c'est pas possible. Si c'est pas dans le dessin animé, si Disney ne le confirme pas, c'est que c'est faux. Et en fait, ce serait grave vrai, quoi. Enfin, dans ce livre, quoi. Oui, c'est ça, de la chute du roi. Bon, du coup, il lui aurait fallu une éternité pour voler une âme à la fois jusqu'à ce qu'elle ait suffisamment de pouvoir pour détruire Triton. Sans les étranges sœurs et leur chère Circé, qui lui avaient rendu le collier en coquillage que Triton lui avait volé, Ursula n'aurait pas été en pleine possession de ses pouvoirs. Toutefois, cela l'arrangeait de laisser son frère penser qu'elle était toujours impuissante et seule dans les ténèbres avec ses sorts inoffensifs. En réalité, il n'avait rien d'inoffensif, bien sûr, mais n'était pas aussi grandiose qu'ils auraient pu l'être. Jusqu'à maintenant. Elle sourit en regardant les petites créatures fanées de son potager, les pauvres âmes en perdition qu'elle avait prises sous son aile. Ce n'était pas de sa faute si elles avaient joué avec leur vie. Personne ne les avait obligées à mettre leur âme entre ses mains. Ursula n'y était pour rien si elle n'avait pas respecté le contrat. Maintenant qu'elle possédait ses véritables pouvoirs, elle n'avait plus besoin de s'intéresser à l'existence des pitoyables sujets de Triton, de les attirer dans les royaumes périlleux. Ils venaient d'eux-mêmes pour sa magie, espérant qu'elle réaliserait leurs souhaits en échange de leur âme. Elle se sentait puissante, et les sœurs étaient des alliés de poids. Si elle prenait une âme, ce serait pour se faire plaisir et s'amuser. Elle n'avait besoin de jouer le rôle de la reine des affaires qu'une toute dernière fois. Après, elle ne serait plus jamais contrainte à se donner en spectacle comme une curiosité, de vanter ses services et d'ensorceler ses victimes potentielles grâce à des chants sur son désir d'aider les personnes dans le besoin. Son chant sur son désir d'aider les personnes dans le besoin, c'est sa chanson quoi.
C'était écœurant jusqu'où elle avait dû s'abaisser pour récolter les pitoyables petites âmes de son potager. Mais cette époque était enfin révolue. Comme l'ère des elfes. Elle n'avait plus qu'un ultime spectacle à donner. Une dernière âme à récolter et à troquer. L'âme d'Ariel. Elle se demanda quel genre de sirène était-elle. Difficile de se prononcer sur cette question en l'observant seulement dans sa bulle magique. Elle était sans doute têtue comme son père, ce qui pourrait rendre les négociations difficiles. Elle était également superbe. Il ne pouvait pas en aller autrement pour une fille de Triton, se dit Ursula. Celui-ci ne supportait clairement pas l'idée d'avoir une sœur qui ne correspondait pas à son idéal de beauté. Puis elle pensa à Athéna, la mère d'Ariel, morte depuis longtemps. Elle avait été très belle, même pour une sirène. Ursula se demanda si Ariel avait hérité de sa bonté, de la bonté de sa mère, en plus de sa grande beauté. Si vous avez regardé La Petite Sirène 3, qui est donc l'histoire de la mère d'Ariel, oui, elle lui ressemble quand même étrangement. Bizarrement, comme par hasard, la mère d'ailleurs ressemble à Ariel plus qu'aux autres. Le souvenir d'Athéna lui serra le cœur. Ariel n'est pas seulement la fille de Triton, pensa-t-elle. Elle partage aussi le sang de sa mère. Ursula serait-elle capable de détruire la fille d'Athéna? Athéna, qui n'avait pas cessé de se quereller avec Triton à propos d'elle. Genre, allez, ça y nous rajoute ça en plus. Genre, elle aimait bien sa belle-sœur et tout. Essayant de le persuader de laisser sa sœur régner à ses côtés et lui rappelant les souhaits de leurs parents. Ses souvenirs lui semblaient distants et voilés, difficiles à retrouver. Ursula n'était plus la créature qui avait accordé de l'importance à l'opinion de Triton. Athéna ne lui avait jamais donné l'impression de la trouver répugnante, ne lui avait jamais fait honte d'être ce qu'elle était, ne lui avait jamais demandé de se cacher. Sans Athéna, Ursula aurait rejoint les Opérieuses bien plus tôt. Elle avait tenu tête à Triton le soir du bal et avait dénoncé la manière dont il avait traité sa sœur quand elle avait décidé de participer à la cérémonie sous sa véritable forme. C'était encore Athéna qui avait dit qu'elle était belle. Ursula était sûre que ces mots étaient sincères et venaient du cœur. Mais elle ne pouvait pas penser à Athéna maintenant. Elle ne devait pas se laisser distraire par le passé. Elle avait besoin de l'âme d'Ariel. Si elle ressemble ne serait-ce qu'un peu à sa remarquable mère, pensa-t-elle, elle sera prête à se battre pour ce en quoi elle croit, même contre son père. Une seule question importait vraiment. Ariel est-elle prête à parier son âme pour le véritable amour? Nous verrons. Bah oui, on sait déjà que oui, nous. Chapitre 7, l'antre de la sorcière. À peine quelques jours plus tard, Ursula entendit un bruit à l'entrée de son repère, la gueule gigantesque d'une créature marine, et vit avec surprise arriver Ariel, suivant de près Flotsam et Jetsam. Ursula gloussa en observant la belle sirène qui tremblait dans l'ombre, les yeux écarquillés, auréolée de ses longs cheveux roux à la manière d'Ophélie. C'est joli ça. Je vois pas trop ce que vient faire la petite référence ici, mais Ophélie c'est un personnage dans Shakespeare qui se laisse, qui est morte dans le fleuve, là, elle a les cheveux donc qui ondulent dans le fleuve, quoi. Mais bon. Une image on ne peut plus approprier, pensa-t-elle. Elle devait reconnaître que la fille de Triton était une jolie petite chose, avec ses grands yeux bleus et ses traits fins. Elle ressemblait énormément à sa mère, et Ursula fut presque attristée de conspirer contre la copie quasiment parfaite de la seule personne du royaume de Triton qui l'avait traitée avec un minimum de bonté et de respect. Par ici, l'invitèrent Flotsam et Jetsam. Ariel frissonna. La pauvre petite traversait le potager des âmes perdues. Si elle avait fait preuve de bon sens, elle se serait enfuie à ce moment-là. Mais heureusement pour Ursula, les jeunes filles au cœur rebelle étaient des proies faciles pour les prédateurs de son espèce. Il faut toujours une référence à Shakespeare dans les livres. Ah bon, ils en font toujours une? Triton avait provoqué son propre malheur quand il avait repoussé sa fille en détruisant sa collection de babioles humaines et en condamnant son amour pour un humain. Moi, je le détestais, Triton, dans le film à cause de ça. J'avais vraiment du mal avec ce passage. Je le trouvais hyper méchant et quand elle partait, j'étais vraiment en mode « c'est bien fait pour lui !» Parce que je trouvais que vraiment détruire toutes ses affaires, ça se faisait trop bas. J'étais vraiment rebelle, moi aussi. J'étais une jeune fille au cœur rebelle. Donc je suis une proie facile pour Ursula. Alors sa chère tante Ursula aurait pitié d'elle. Elle la prendrait dans ses bras et lui offrirait une chance de séduire le beau prince dont elle était tombée amoureuse afin d'abandonner son père. Tyrannique. Une fois Triton seul, Ursula se ferait une joie de s'emparer de lui et de récupérer la place qui lui était due sur le trône. Entre, entre, mon enfant. Il ne faut pas se cacher derrière les portes. C'est indiscret. On pourrait se demander ce qui t'amène dans ma tanière. Ursula pouffa en rejoignant sa coiffeuse afin de retoucher son maquillage et de rendre la conversation un peu plus théâtrale. Ainsi donc que tu es là parce que tu éprouves une attirance pour un humain, un grand prince, paraît-il. Ce que je ne te reproche pas, bien au contraire, il est plutôt agréable à regarder.
Ursula rit, tandis qu'Ariel la fixait du regard, subjuguée. « Eh bien, mon ange des mers, la solution de ton problème est simple. » Tout en prenant une page du livre de beauté des étranges sœurs, Ursula tartina ses lèvres d'une épaisse couche de rouge, puis les pressa l'une contre l'autre et s'envoya un baiser dans le miroir. Oui, c'est vrai qu'elle fait ça. Pour bien répartir la couleur afin de reprendre le fil de ses pensées. D'ailleurs, moi je fais ça quand je me maquille tous les matins. Je fais ça, je mets le rouge à lèvres et je fais... et je me sens un peu Ursula. Pour obtenir ce que tu veux, il te suffit de devenir humaine toi-même. Vous pourriez faire ça ? Demanda Ariel effrayée. Ma douce petite sirène, je le fais chaque jour. Je ne vis que dans ce but, aider de mon mieux le peuple de la mer, les cœurs qui souffrent, les pauvres âmes en détresse qui n'ont personne vers qui se tourner. Elle détestait se donner en spectacle et le malaise que cela provoquait chez elle, mais elle avait constaté que c'était la meilleure façon d'attirer l'attention de ses victimes, de les hypnotiser grâce à une scène irrésistible. C'était l'opportunité d'ajouter un peu de panache à son quotidien. Je n'ai pas toujours été gentille et sincère, j'ai vraiment mérité le nom de sorcière, mais vous verrez qu'aujourd'hui je suis bonne avec autrui, repentie j'ai voulu faire marche arrière. Oui, oui, il est vrai que je connais un peu de magie, c'est un talent que j'ai toujours possédé, qu'aujourd'hui par bonté d'âme j'ai mis, je le proclame, au service de tous les cas désespérés. Écœurée par ses propres mots, elle glissa à ses protégés. Pathétique! Je te jure, c'est écrit toute la chanson. Pauvre âme en perdition, en mal de tout. Cette âme-là rêve d'être un squelette, l'autre cherche une amourette. Et moi, qu'est-ce que je dis? Je dis oui. Tout est écrit, je vous jure. Il y a tout le texte. Toutes ces âmes en perdition, en mal de tout. Elles débarquent dans mes chaudrons en braillant. Ursula, sauve-nous. Et moi, j'accepte. Quelle question? Il est tout de même arrivé, ça prend une page, que l'une ne puisse pas payer et que j'avoue l'avoir fait frire sans compassion. C'est vrai que j'ai des plaintes, mais tout compte fait, je suis une sainte pour toutes les âmes en perdition. Voilà les termes du contrat. Je vais te préparer une potion qui te donnera une apparence humaine pendant 3 jours. Tu entends? 3 jours. Écoute la suite, c'est très important. Avant le coucher du soleil, le 3e jour, tu feras en sorte que ce brave prince soit tombé amoureux de toi. Et surtout, surtout, qu'il t'embrasse. Pas un baiser ordinaire, mais le baiser de l'amour véritable. S'il t'a embrassé le 3e jour avant le coucher du soleil, tu garderas pour toujours ton apparence humaine. Mais s'il ne le fait pas, tu redeviendras sirène et tu m'appartiendras à jamais. Ariel semblait sous le choc. « Affaire conclue ?» demanda Ursula. « Mais... si je deviens humaine, je ne verrai plus ni mon père ni mes sœurs alors. Non, c'est bête, mais tu auras ton prince. La vie est malheureusement faite de choix douloureux. Oh, j'allais oublier un minuscule détail. Nous n'avons pas encore parlé du paiement. En ce bas monde, on n'a rien sans rien. Mais je n'ai pas de... Commença Ariel. Ursula ne la laissa pas finir. Je ne demande pas grand-chose, une babiole en vérité 3 fois rien. Une chose dont tu peux te passer. Ce que je veux de toi, c'est... ta voix. Ma voix? Ta voix, mon petit chat. Plus de conversation ni de chansons. Une carpe. Mais sans ma voix, comment est-ce que... Tu as de l'allure, une frimousse d'ange. Et ne sous-estimons surtout pas l'importance du langage du corps. Je me fais grave kiffer. Je peux t'assurer. Ouais. C'est ça, ça commence comme ça. Je peux dire que les humains n'aiment pas les pipelettes. Il n'y a pas écrit ça. Hein. Je peux dire que les humains n'aiment pas les pipelettes. Ils pensent que les bavardes sont assommantes, que lorsqu'une femme sait tenir sa langue, elle est toujours bien plus charmante. Après tout, à quoi ça sert d'être savante? En plus, ils ont une sainte horreur de la conversation. Un gentleman fait tout pour l'éviter, mais il se roule et rampe aux pieds de la femme réservée. C'est la reine du silence qui se fait aimer. N'aie pas peur, pauvre âme en perdition. Décide-toi, fais ton choix. Je suis une femme très occupée et j'y passerai pas la journée. Ça ne te coûtera que ta voix, ma pauvre âme en perdition, en mal d'amour. Si tu veux vraiment passer le pont, faut payer l'addition. Avale bien, respire à fond, signe le contrat et mets ton nom. Flat Sam, Jet Sam, je la tiens les enfants. Je complète ma collection d'une pauvre âme en perdition. En vrai, la fin n'était pas écrite, mais je l'ai faite. Ça s'arrête à mets ton nom.
Ariel ferma les yeux puis signa le parchemin, en tenant son corps le plus éloigné possible de l'aura d'Ursula. Je tiens juste à préciser que du coup, on sait que Ariel sait écrire, du coup, que n'a-t-elle écrit à Eric? C'est une autre histoire. Encore une conne. Dès qu'elle eut fini, elle comprit qu'elle venait de commettre une erreur, une terrible erreur. Qu'ai-je fait? Le parchemin était signé, à l'abri dans le poing d'Ursula, et disparut aussitôt par magie. Ariel se demanda si elle réussirait à faire en sorte que le prince tombe amoureux d'elle et si son père lui pardonnerait un jour. Ce garçon qu'elle connaissait à peine méritait-il qu'elle abandonne sa famille, sa maison, sa voix? Elle avait l'impression de nager en plein cauchemar dans cet antre hideux, encerclé de créatures révoltantes et par la voix d'Ursula, qui prononçait les mots magiques concluant l'accord. Beluga sevruga soufflé vent de la mer Caspienne. Larynxis glossitis et corda vocala, sa voix est à moi. Et maintenant, chante. C'est pas écrit. Alors, Ariel voulait hurler. Non, arrêtez tout, j'ai changé d'avis. Non, oh non, je ne peux pas. Oh. Elle se transforme un petit peu en horreur du coup. Mais où pouvait-elle aller désormais? Chez son père qui avait détruit toutes ses possessions en provenance de la surface? Oh, ça va. C'est-à-dire que dans un cas pareil, tu peux relativiser. Si ton père a tout pété dans ta chambre, tu peux quand même rentrer parce que c'est-à-dire que c'est un petit peu pire là ta situation. Je préférerais rentrer dans ma chambre où tous mes bibelots sont cassés là. Son père qui lui avait interdit de revoir son prince, Eric? Non, Ursula avait raison. Elle n'avait pas d'autre choix. Le chaudron de la sorcière des mers, rempli d'ingrédients innommables, fumait et projetait de la lumière bleue dans toutes les directions, comme un rempart menaçant. Le cœur d'Ariel battait la chamade et elle ressentit un profond chagrin. Elle trahissait sa famille et pire encore, se trahissait elle-même. Elle savait que son père ne lui pardonnerait pas. Il ne l'aimerait plus jamais. Ursula riait aux éclats. Il te détestera exactement comme il me déteste. Il déteste tout ce qui est différent de lui, mon petit ange des mers. Deux mains terrifiantes sortirent de la fumée de chaudron, impatientes de s'emparer de la voix d'Ariel. Et maintenant, chante, ordonna Ursula. Les mains repoussantes saisirent le cou d'Ariel pour dérober ce qui faisait son identité. Ça, c'est beau quand elle fait ça. Et ses mains qui prennent sa voix, la sensation était terrifiante. Ariel n'avait jamais pensé que perdre sa voix puisse être aussi douloureux. C'est vrai qu'on dirait qu'elle a un peu envie de bégère quand ça lui arrive. C'était comme si une entité séparée se battait pour rester en elle et qu'Ursula était obligée de l'arracher de sa gorge, de son âme. La douleur était épouvantable. Ariel essaya de la laisser partir, de ne pas résister, mais c'était impossible. Tout son corps luttait contre l'assaut de la sorcière. Et soudain, c'était fini. Sa voix, sa jolie voix flotta hors de ses lèvres contre sa volonté. « Continue, Ursula !» hurla Ursula et sa voix résonna dans les nombreux royaumes. Une lueur dorée s'éleva du chaudron, enveloppa Ariel et déchira son corps de sirène. Voilà, elle est là-dedans. Je l'ai. Faisant d'elle ce que son père détestait le plus, une humaine. Une humaine sous l'océan. Le fait que la jeune fille ne puisse plus respirer sous l'eau n'était pas le problème d'Ursula. Elle devra trouver un moyen de rejoindre la surface. Ou pas. Chapitre 8. Le secret de Nounou. Incohérence. Ariel remonte à la surface en étant humaine. Super les paliers de décompression. Normalement, tu meurs. Un petit peu, ouais. Alors, ils essayent de réduire le truc parce que du coup, presque à la surface, on voit le machin d'Ursula, tu vois. On voit sa carcasse. Mais en vrai, on est dans des profondeurs telles que pas trop censé. Et même si on ne prend pas la décompression, tu sais, dans l'océan qui est censé un peu l'écraser, on prend en compte qu'elle n'a pas le temps de nager. Elle n'a même pas pu prendre sa respiration, je veux dire. Enfin, alors, ils font ce qu'ils peuvent, Polochon et Sébastien, mais à mon avis, ils n'ont pas eu le temps. Chapitre 8. Le secret de Nounou. Bon, je vais l'appeler Planz parce que j'en ai marre de faire Planz. Ça me... Planz était au château de Morningstar depuis plusieurs années et avait pu constater que tout ce qu'elle avait entendu dire le jour de son arrivée était exact. Tulip et elle se tenaient dans la plus haute tour du roi, observant les galants de Tulip, comme disait Nounou. Au moins 45 hommes attendaient en bas dans l'espoir de l'apercevoir. Ça s'appellerait à Mimi, ça. À Mimi ma carotte. Elle voudrait avoir 45 petits rugbymen là qui l'attendent en bas. Bah oui, ils ont dû galérer, tu m'étonnes. Parce que Polochon est... Et bien en plus, tu la vois qui nage un peu des jambes, elle sait pas faire normalement. Elle connaît pas ça. Les muscles des jambes, tout ça, elle connaît pas. Les gardes avaient dû sortir plusieurs fois pour interrompre des bagarres, rappelant au passage que la princesse n'était point intéressée par des brutes s'égosillant comme des ivrognes. Mais les choses ne semblaient pas s'arranger. Les prétendants continuaient de rivaliser pour attirer l'attention de Tulip, certains avec des méthodes plus originales que les autres. Un homme, par exemple, sortait du lot. Il portait une redingote de velours bleu ciel, au revers doré, avec des manches et une cravate en dentelle blanche. C'est qui celui-là? Il jouait d'un luth décoré de rubans assortis et composait des chants en l'honneur de la beauté princière.
Sa peau telle le miel, ses yeux tels le ciel, sa chevelure telle le soleil. Oui, c'est un peu nul comme chanson. Moi aussi, je pourrais composer un truc de pareil. Tulipe claqua la fenêtre avant d'entendre le reste de la chanson. C'en est trop, Nounou. C'est d'un ridicule, s'exclama-t-elle consternée par le défilé interminable de courtisans. En effet, qu'est-ce qui leur prend dit Nounou qui se rattrapa aussitôt. Pas que ta beauté ne mérite pas tant d'attention, ma chère. Si seulement je le savais, soupira Tulipe. C'est une véritable obsession. On dirait qu'ils ne se maîtrisent plus. J'aurais pitié d'eux si ce n'était pas aussi insupportable. Je suis bien d'accord. Je pense que nous devrions en parler à Circé. En parler à Circé, mais comment faire? J'ai mes moyens. Laisse ta vieille Nounou et mademoiselle Plans ici présente s'en occuper. Plans jeta un regard étonné à Nounou et lança un miaulement interrogatif, se demandant ce que la vieille femme avait en tête. « Qu'est-ce que tu veux à Plans ?» demanda Tulipe. « Tu es plus bizarre de jour en jour, Nounou. » Nounou l'embrassa sur la joue tout en attrapant Plans pour sa mystérieuse mission. « Viens, ma fille, j'aimerais profiter de ta compagnie pendant quelque temps. » Il n'était pas du tout habituel que Nounou descende chercher quelque chose aux cuisines, et le chef fut visiblement contrarié quand elle lui suggéra de sortir faire une belle balade. « Tu as l'air bien patraque, mon cher, tu devrais vraiment profiter davantage du soleil. Cela te ferait du bien de sortir un peu. Pourquoi n'irais-tu pas te promener ?» Le chef grommela, mais ne voulant pas se disputer avec Nounou, il abandonna les petits gâteaux qu'il avait alignés sur le plan de travail en marbre pour les décorer. Nounou prépara une coupelle de crème bien épaisse pour Plans pendant qu'elle réunissait quelques ingrédients. La chatte comprit tout de suite ce qu'elle voulait faire. Elle allait lancer un sort afin de voir Circé. Plans avait vu ses sorcières exécuter ce type de sort à maintes reprises au fil des ans. Elle entendit Nounou marmonner en réunissant les herbes dont elle avait besoin. Tout le monde pense que Nounou est vieille et gâteuse, mais elle a encore un tour ou deux dans sa poche. Elle me fait un peu flipper, celle-là. Elle me fait un peu flipper. Je pense que c'est Mergotel. Plans la regarda casser un œuf dans un bol en bois rempli d'eau. On dirait qu'elle va égorger une poule ou je sais pas quoi. Le jaune flotta à la surface comme un étrange œil, car c'était exactement ce que c'était, n'est-ce pas? Un œil, un moyen de voir le monde. Oh, putain, quand je vais casser des œufs maintenant dans la cuisine, je les verrai plus pareil. Les sœurs avaient déjà essayé de trouver Circé de cette façon, mais la magie de Nounou réussirait-elle là où la leur avait échoué? Plans était très contente d'avoir vu juste. Nounou était effectivement une sorcière. Bien sûr, ma chérie, dit Nounou à Plans, qui léchait voluptueusement sa crème. Et je sais qui sont tes propriétaires. Mais ne nous occupons pas de... Ah, là, il manque un mot. Mais ne nous occupons pas de... Point. De ça, je pense. Elle ne se mêle plus de la vie des gens dans mon genre, plus maintenant. Pas depuis l'affaire de la fée noire. Pendant un bref instant, Plans se demanda si Nounou pouvait lire dans ses pensées, mais elle décida que la vieille femme ne faisait que parler toute seule, comme c'était souvent le cas. D'ailleurs, elle recommença aussitôt. Il est temps de trouver leur petite sœur Circé. Nous devons savoir ce qui est arrivé à tous ces hommes. Ils sont clairement ensorcelés, et ce n'est pas la faute de tes sorcières, c'est la magie de quelqu'un d'autre, et je n'aime pas ça du tout. Plans ne réagit pas le moins du monde en apprenant que Nounou connaissait ses maîtresses. Les autres sorcières ne lui faisaient pas peur, surtout pas les gentilles d'un certain âge qui avaient perdu la plupart de leur pouvoir. Avec un peu de chance, Nounou se souviendrait de l'incantation nécessaire pour invoquer Circé. Plans la connaissait bien sûr, mais n'avait aucun moyen de la partager avec Nounou, aucun moyen qu'elle avait l'intention d'utiliser en tout cas. Sauf si Nounou pouvait vraiment lire dans ses pensées. La magie de Plans était différente de celle des sorcières, il lui fallait beaucoup de temps pour reprendre des forces. Elle mettait parfois des années à se remettre d'avoir utilisé sa magie, et elle devait donc choisir très soigneusement le moment pour l'utiliser. Ah, c'est clair que si c'est du one-shot, tu fais la magie une fois, puis après, pendant des années, t'arrives pas à t'en remettre. Mais il a quel âge ce chat? C'est un vieux chat, non? Nounou lui jeta un regard bizarre, comme si elle savait très bien ce qu'elle était en train de penser. Et Plans se demanda « Mais oui, jolie minette, je peux t'entendre. Elle me fait trop flipper. » La vieille Nounou n'était pas aussi toquée que tout le monde le croit. « Donne-moi le sort, ma fille, ça ne te coûtera rien de le penser. » Plans se demanda si Nounou avait adroitement dissimulé ses pouvoirs pendant tout ce temps ou s'il lui était revenu récemment. « Depuis ton arrivée, ma chère, ils me reviennent à la vitesse des vents divins. Je suppose que je dois te remercier. » « De rien. » J'ai voulu faire une voix de chat. Miaou. Pense à Plans, ça veut dire de rien. Puis elle se dit en secret, car elle avait appris longtemps auparavant à dissimuler ses pensées à ses sorcières, que cette situation était décidément très curieuse et méritait un minimum d'attention et de recherche. Nounou devenait clairement de plus en plus puissante à chaque instant et elle-même semblait en être la cause. Mais le plus important était que Nounou semblait se souvenir d'une affaire concernant ses maîtresses et la fée noire que ses sorcières semblaient craindre.
Toutefois, elle ne pouvait pas s'en occuper dans l'immédiat. Elle devait se concentrer sur Circé et la retrouver, non seulement pour faire le bonheur de ses sorcières, mais aussi pour vérifier si elle avait joué un rôle dans le sort qui s'était emparé de tous les jeunes hommes campant devant le château de Morningstar. Cela ressemblait à la magie de Circé en effet. Elle était bien capable d'essayer de trouver un mari à Tulipe. Or, la situation était hors de contrôle. Circé n'était pas du genre à laisser sa magie se déchaîner ainsi, et c'était bien cela qui inquiétait Planze. Si Circé avait lancé le sort, elle devait en connaître les résultats et aurait dû revenir immédiatement pour remettre les choses en ordre. Salut Pedro, bienvenue sur la chaîne, merci pour ton follow. Mais oui, j'ai raté, non, je sais pas faire une voix de chat moi. De rien. Tu vois un truc comme ça? Oui ma chère, c'est exactement ce que je pense. J'ai peur que Circé ait des ennuis, moi aussi. Leur conversation fut interrompue par les cris de 2 gardes qui entrèrent dans la cuisine en courant. La scène était parfaitement ridicule, avec les 2 hommes abasourdis qui regardaient Nounou et Planze les yeux écarquillés, se demandant comment réagir en présence d'une vieille dame en train de discuter avec un chat, tout en s'adonnant clairement à la sorcellerie. L'un des hommes réussit toutefois à aboyer ses ordres. « Montez dans la tour immédiatement !»« Jeune homme, je ne laisserai ni vous ni personne d'autre m'ordonner de monter dans une quelconque tour. »« Je suis désolée, madame, mais c'est un ordre de la reine. Le château est assiégé. »« Ah bon ? Qui assiège le château ? » Bon, on est bientôt à la moitié, ça tombe très bien. Chapitre 9. L'avertissement de la fée noire. Perché dans le pommier à côté de la maison évoquant le pain d'épices, le corbeau de la fée noire regardait les étranges sœurs chuchoter dans la cuisine. Le corbeau, on dirait un petit peu Diablo, du coup la fée noire ça serait maléfique. Bah ça va Pedro, j'espère que toi aussi. Au vu des expressions sur leur visage, il devinait que le message de sa maîtresse ne leur plaisait pas du tout. « Vous croyez qu'elle est au courant ?» interrogea Ruby. « Elle sait quelque chose, sinon pourquoi nous envoyer un tel avertissement ?» Lucinda était furieuse. « Qui est-elle pour nous prévenir ? Elle qui s'immisce dans la vie des enfants. » Hein ? Elle qui s'immisce dans la vie des enfants ? C'est quoi ça ? C'est une sorcière un petit peu... Martha poussa un cri de surprise. « Nous ne devons pas parler de l'enfant, Lucinda, jamais, nous avons promis. »« Oui, nous avons promis, mais je ne laisserai pas Maléfique interférer. Nous devons absolument trouver Circé. » Et voilà, c'est Maléfique. Ruby déchirait sa robe, comme toujours quand elle était inquiète. Les meufs, dès qu'elles sont un petit peu angoissées, ça y est, elles déchirent leurs habits et se mettent à poil. Il faut trouver un autre moyen de gérer votre angoisse, mesdames. Des lambeaux de tissu rouge parsemaient le sol noir et blanc de la cuisine, comme s'il était taché de sang. Peut-être que nous devrions demander l'aide de Maléfique, faire un échange. Si nous acceptons de rompre notre accord avec Ursula, la fée noire devra nous aider à trouver Circé. Maléfique est appelée la fée noire dans le livre de Maléfique, donc oui, je pense aussi. Ah, mais il faut pas nous le dire, Eliel. Ça marche. On lira Maléfique après. On les lit dans l'ordre. Aurore, ce serait Tulipe? Ah, non. Non, elle s'appelle bien Aurore, depuis le début. Peut-être que nous devrions demander l'aide de Maléfique, faire un échange. Si nous acceptons de rompre notre accord avec Ursula, la fée noire devra nous aider à trouver Circé. Non, nous ne devons pas trahir la sorcière des mers. Ou bien, nous devrons en payer le prix et cela nous coûtera fort probablement plus cher que tout ce que Maléfique pourra jamais exiger de nous, dit Lucinda. Et cesse de saccager ta robe, Ruby. Tu es dans un état catastrophique. Maléfique est notre alliée, elle aussi, répondit Ruby, en observant sa belle robe rouge dont il ne restait que quelques morceaux. Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire? Répéta-t-elle en arpentant la cuisine. Lucinda était furieuse envers sa vieille amie et sortit sur la falaise pour répondre au corbeau. Elle fit un effort pour parler clairement et dans l'ordre chronologique, comme aurait dit Circé, afin qu'il n'y ait pas de problème de traduction quand il transmettrait le message à Maléfique. « Tu vas dire à ta maîtresse de tenir ces sales bêtes croassantes loin de notre maison. Nous ne voulons pas de ces espions infâmes. C'est compris ?» Le corbeau claqua violemment du bec, mais Lucinda savait qu'il n'était pas réellement capable de la blesser. Nos affaires ne concernent que nous. Si Maléfique veut continuer à bénéficier de notre soutien, qu'elle arrête de nous envoyer des menaces, même si elle se croit bien intentionnée. Nous tenons à son amitié comme toujours, mais nous n'accéderons pas à ses demandes. Le corbeau croissa violemment et s'envola dans les brumes en direction des terres des fées. « Est-ce que tu as bien fait d'être si dure, Lucinda » demanda Ruby. « Je n'ai pas peur de Maléfique. Ses pouvoirs ne sont pas supérieurs aux nôtres et certainement pas à ceux de Circé » s'exclama Lucinda. Ruby n'était pas convaincue. Je m'interroge. Elle était au courant de notre plan alors que nous avons été très discrètes. Lucinda leva les yeux globuleux au ciel. Nous n'avons pas pensé au corbeau. Et si Maléfique avait raison, insista Ruby, si nous ne pouvions vraiment pas faire confiance à Ursula? Elle a toujours été notre amie et n'a aucune raison de nous trahir, mais Maléfique non plus. Oh, tout cela est tellement déconcertant. Pas vraiment, mes chères sœurs, répondit Lucinda. La fée noire n'a jamais
mais Ursula, je l'ai déjà dit, l'eau et le feu ne se mélangent pas. Allez, chapitre 10, l'attaque des galants. C'est les galants qui attaquent le château. Alors, tu vois, Lalixou, c'est drôle que tu dises ça, mais j'avais trop envie d'en parler. Je trouve aussi que les trois sœurs, c'est peut-être, on dirait, les trois fées de Aurore. Alors, est-ce que c'est les mêmes? Est-ce que c'est leur pendant maléfique? Ou est-ce que c'est elles avant? Tu vois? Bon. Ah, ou alors c'est les parcs dans de Hadès. Ouais, c'est quand même plus des créatures mythologiques, elles. Alors, chapitre 10, l'attaque des galants. Les galants de la princesse Tulipe avaient contraint toute la maisonnée à s'enfermer dans la plus haute tour du château. Les dames comptaient sur la protection des gardes. Le roi étant parti en voyage diplomatique. Le jeune homme à la redingote de velours bleu orné de dentelles blanches qui s'avérait être le prince Mirliflor. Vous connaissez lui? Mirliflor? En provenance d'un royaume voisin, hurlait ses ordres aux autres prétendants, muni d'un bélier et essayant d'abattre les portes du royaume. « Renversez les battants, cœurs vaillants, menez-moi à ma fiancée, nous prendrons le château par la force !»« Par les dieux, vous avez entendu ça? Ils vont réussir à rentrer. Toi, pousse cette caisse devant la porte !» La reine Morningstar était bouleversée, ce qui n'était guère à son habitude. Elle ne perdait pas le contrôle de ses émotions facilement. Mais ses mains tremblaient en indiquant aux gardes le gros coffre en bois qu'elle voulait qu'il déplace. Tulipe détourna les yeux du chaos en bas et concentra son attention sur sa mère. « Mère, s'il te plaît, personne ne va entrer, assieds-toi et calme-toi. »« Princesse Tulipe, Princesse Tulipe !» chantaient les hommes. « Princesse Tulipe !» ils chantent. Et ainsi de suite. « Vous entendez? Qu'est-ce qui leur prend? Ils vont s'attaquer à ma fille !» La reine malaxait son fichu de ses doigts tremblants, les yeux écarquillés par la terreur. « Ma chérie, éloigne-toi de la fenêtre, viens près de ta maman. » Ignorant sa mère, Tulipe s'adressa à Nounou en chuchotant. « C'est de la folie. As-tu pu passer un message à Circé ?»« Non, ma chérie, nous n'avons pas eu le temps avant de montrer. » Tulipe avait peur, vraiment peur, pour la première fois depuis qu'elle avait été en présence de la bête. « Nounou, fais quelque chose, je t'en prie !» dirait Babette. « Fais quelque chose, mon doudou. »« Plans, nous n'avons pas le choix, nous devons faire ça. » C'est la Nounou. « Nous n'avons pas le choix, nous allons devoir faire ça ici. » Nounou s'approcha d'un bureau, en sortit 3 bougies et les posa sur le sol. Puis elle dessina un symbole incantatoire à la craie dans le triangle ainsi formé. « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites » s'écria la reine. « C'est de la sorcellerie! Arrêtez tout de suite, immédiatement, j'ai dit !» Nounou agita la main vers la reine d'un air indifférent, sans détourner les yeux de sa tâche, et dit simplement « Du calme, du calme. » C'est un peu Yoda, en fait. Je crois que Nounou, c'est Yoda. Aussitôt, la reine s'endormit. Nounou, qu'est-ce que tu as fait à ma mère hurla Tulipe. Silence, ma fille, laisse-moi travailler. Nounou et Planz se placèrent devant le symbole de pouvoir et appelèrent Circé. Nous conjurons les vents, le feu et la mer. Amenez-moi Circé, amenez-nous la sorcière. Dans le triangle formé par les bougies, elles entrevirent la forme de Circé, translucide comme de la fumée pâle. Elle avait l'air terrifiée et épuisée, comme si elle avait pleuré trop longtemps. « Circé, ma fille, que t'est-il arrivé? Où es-tu » demanda Nounou. Mais avant que l'image fantasmagorique ne puisse répondre, une brume gris sombre envahit le triangle et dispersa l'image de Circé. La brume s'élança dans la pièce, prenant la forme d'une sorcière que Planz connaissait bien, Ursula. Planz sauta sur la cheminée et se cacha derrière un buste du roi Morningstar. Pour l'instant, elle n'avait pas envie qu'Ursula et ses sorcières sachent ce qu'elles fabriquaient. « Voici donc la sorcière de légende dont j'ai tant entendu parler. Je suis surprise que tu aies pu m'invoquer toute seule, » rit Ursula en regardant Nounou. J'appelais la petite sœur des 3 redoutables sorcières. Je sais très bien qui tu essayais d'invoquer, mais je suis la grande sorcière des mers et tu as conjuré le vent, le feu et la mer. Pauvre folle, tu devrais savoir qui je suis. Je suis la mer. Nounou regarda Ursula d'un air soupçonneux, mais Ursula continua sur sa lancée. Tu devrais être honorée que j'ai répondu à ton appel. Pourtant tu es déçue. Si tu ne veux pas de mon aide, je serais ravie de m'en aller et de vous laisser vous débrouiller avec cette bande d'hystériques. »« Bien sûr que nous voulons votre aide, » intervint Tulipe, l'air plus inquiet que jamais. « Oh, mon bel ange, on dirait que tu t'es de nouveau fourré dans de sacrés ennuis. Que pourrons-nous bien faire ?» Même si Ursula avait adopté sa forme humaine, elle gesticulait et parlait de telle manière que Tulipe n'avait aucune difficulté à imaginer la créature qu'elle avait rencontrée sous les flots. Nounou répondit avant que Tulipe n'ait le temps de le faire. « Nous ne ferons pas affaire avec toi cette fois, Ursula. Éloigne tes tentacules de ma Tulipe. » Ursula éclata de rire. « Calme-toi, vieille femme. Elle n'a rien que je veuille ou dont j'ai besoin. Je suis là par pure bonté d'âme. Et cet homme
Et ces hommes sont sur mes rivages pendant que votre roi est absent et incapable de protéger ses terres. Si je dois être payé, c'est avec lui que je traiterai à son retour. Bien, bien. Que pouvons-nous donc faire pour le petit Mirliflor et sa bande ?» Ursula approcha de la fenêtre et leva les mains vers les vagues qui prirent des proportions énormes et s'abattirent sur les portes du château. « Oui, je pense que ça devrait très bien marcher, rit-elle en regardant les flots percuter violemment les hommes. « Ursula, non, vous allez les tuer !» hurla Tulipe. « Et alors ?»« Que sont ces pauvres fous pour toi ?» demanda Ursula de son rire tonitruant. « Rien du tout, répondit Tulipe, mais je ne peux pas les voir mourir. »« Ferme les yeux alors, lança Ursula toujours hilare. Cette fois, sa voix retentit dans tous les royaumes, comme le voulait la coutume. Aucune sorcière, aucune créature, humaine ou non, ne devait douter de l'origine de son pouvoir. Sa voix était si perçante qu'une nuée de corbeaux s'envola des arbres environnants et s'éloigna dans les brumes en croissant. « Maudits oiseaux !» cria-t-elle en jouant avec les vagues, projetant les corps de plus en plus violemment contre les murs du château. Ensanglantés, les membres brisés, les hommes hurlaient de douleur et suppliaient la sorcière des mers de mettre fin à leur agonie. Plance jeta un coup d'œil hors de sa cachette. Par chance, le roi avait une tête étonnamment grosse, dont Tulipe n'avait fort heureusement pas hérité. C'est quoi ce trait d'humour, là? Le roi avait une tête étonnamment grosse, donc la statue est grosse, dont Tulipe n'avait fort heureusement pas hérité. C'est nul. Ursula ne pouvait donc pas la voir derrière la statue. Plance n'accordait guère d'importance au sort des prétendants, mais elle se demandait ce que manigançait la sorcière. « Voilà, c'est parfait, dit Ursula en calmant les vagues, laissant les corps mutilés des hommes au sol. Ah oui, il y a une toute petite chose. Que voulez-vous à Circé, si je puis me permettre ?»« Cela ne te concerne pas, Ursula, dit Nounou d'un air méfiant. Oh, vraiment? Comment tu t'appelles déjà? Nounou, c'est ça? Il se trouve que j'aide justement les sœurs de Circé à la retrouver. Nous l'aurions peut-être trouvée si tu n'étais pas intervenue, je pense. Quoi? Ah oui, non. Non, Nounou, non. Nounou fit le tour de la pièce des yeux, essayant de repérer Plance qui chuchotait dans sa tête. Tu penses que... demanda Ursula, les sourcils froncés. Ne dis rien, flatte-la et fais-la partir. Je ne pense pas que nous puissions lui faire confiance. Miaou. Oh, c'était bien. Je pense que nous avons eu beaucoup de chance que tu répondes à notre appel, termina Nounou sur le conseil de Plance. Oui, merci Ursula, renchérit Tulipe. Nous avons à nouveau une dette envers vous. Tout à fait, ma petite. Ou ton père, plutôt. Je m'assurerai que ces hommes ne vous importunent plus et de votre côté, faites en sorte que Nounou ne se mette pas dans le pétrin. Nous n'avons pas besoin que de vieilles sorcières à moitié toquées aillent lancer des sorts qu'elles ne contrôlent pas, surtout le littoral. Cela peut être dangereux pour tout le monde, et laissez les sœurs de Circé et moi tenter de la retrouver. Si nous avons besoin de l'aide de vieilles folles et d'abrutis, nous vous tiendrons au courant. Ursula disparut aussi peu cérémonieusement qu'elle était arrivée, laissant Nounou et Plance se demander ce qu'elle voulait et comment elle avait su qui elles essayaient d'invoquer. Elle devrait se montrer plus prudente si elle voulait à nouveau entrer en contact avec Circé. Oh non, Missiello. Pas sûr que Ursula veuille de ta voix pour draguer Eric. Non mais là je suis un chat. Oh. Après le départ d'Ursula, Nounou prit le contrôle de la situation. Tulipe, accompagne ta mère dans sa chambre. La princesse commença à protester. Elle voulait savoir ce que Nounou avait fait à sa mère, mais Nounou n'avait pas le temps de discuter. Tulipe, fais ce que je te demande, s'il te plaît. Tu as confiance en moi, n'est-ce pas? Tulipe hocha la tête. Elle savait que Nounou devait avoir une bonne raison de se comporter ainsi. Alors accompagne ta mère dans sa chambre et reste avec elle jusqu'à ce qu'elle se réveille. Tulipe escorta sa mère, encore ensommeillée, vers sa chambre tandis que Nounou sonna Hudson, le majordome du château. « Vous m'avez sonné ?» demanda Hudson en rentrant. On dirait dans Anneau 4. « Vous m'avez sonné ?» Oui, Hudson, merci de servir le thé de Tulipe dans la chambre de sa mère et de demander à toutes les servantes de m'apporter le plus de bougies possible. Hudson n'aurait jamais contesté un ordre de Nounou, mais il eut l'air surpris. « Avez-vous besoin de l'aide des valets également ?» Nounou n'y avait pas pensé. « Oui, j'ai besoin d'éclairer cette pièce au maximum. Et vite, s'il vous plaît. » Bien sûr, je m'en occupe tout de suite. Hudson n'avait pas pour habitude d'interrompre ses supérieurs, mais il voyait que c'était important. Suffisamment important pour perturber Nounou. Il sortit au pas de course pour mener sa mission à bien. Plance descendit de la cheminée et lança un regard oblique à Nounou. « Ne me regarde pas comme ça, le matou. Tu sais très bien ce que je vais faire. » Et en un rien de temps,
Les domestiques déplacèrent les meubles, installèrent les bougies et les allumèrent sous les ordres de Nounou, qui contrôlait parfaitement la situation. La pièce était inondée de lumière. Nounou et Planz s'assirent au cœur du cercle, entourés de plusieurs rangs de bougies qui se reflétaient dans les nombreux miroirs. Planz avait entendu Lucinda dire à maintes reprises que le feu et l'eau ne se mélangeaient pas, et elle n'avait pas besoin de lire dans ses pensées pour savoir ce que Nounou s'apprêtait à faire. Elle avait érigé un mur de feu pour empêcher Ursula de pénétrer à nouveau dans leur cercle magique. Elles allaient invoquer Circé, et cette fois, Ursula ne viendrait pas les interrompre. Et on lira la suite la prochaine fois. C'était très sympa. J'aime beaucoup ces petits livres. Pense au chat fouin. Quand les chats parlent, ils ne font pas forcément comme ils miaulent. Non, mais celui-là, il parle comme ça. Elle fait comme ça, Plante, elle fait ça. Miaou, excuse-moi. Tu vois? Genre, le feu, ça bloque l'eau, déjà, effectivement. Oh, merci Flo Animation. Merci pour ton sub. T'es un amour. T'as ton petit miaous. Bon, bah vous êtes des amours. Merci d'avoir suivi ce live. C'est très cool. C'était Pauvres âmes en perdition. C'est donc l'histoire d'Ursula. Il y a plusieurs histoires comme ça. Vous avez Miroir Miroir qui est la reine de Blanche-Neige, Evil Queen. Vous avez l'histoire de la bête. Celui-là, c'est le 3e. Et vous avez Maîtresse de tous les maux qui est maléfique. Les étranges sœurs après, que j'ai également. Il y a aussi l'histoire de Gothel, de Cruella. On continuera à les lire. Oh, t'arrives sur la fin. Bah oui, désolé. Ça va très bien et toi, Zoidberg? C'était vraiment top. Qu'on donne un Oscar à notre reine. C'était super agréable. Mais de rien, Eliel. Merci à toi d'avoir été là. Hâte de vous... Oh, toi aussi, tu es resté Kelawen. T'es un amour. Je connaissais pas. Belle découverte. Eh ben, écoute, vous êtes des choux. C'est le 3e livre qu'on lit. Vous avez les replays des 2 premiers sur ma chaîne YouTube. À chaque fois, ils sont en 2 épisodes parce qu'il nous faut à peu près 4 heures pour lire le livre. Hein. Donc celui-là n'est pas très épais. Et puis, on lira la suite. Et donc, rendez-vous vendredi prochain pour lire la suite. Et ensuite, je pense qu'on fera le puzzle d'Ursula Vilenus le vendredi. Voilà, en plusieurs épisodes puisque j'ai mon petit tapis roulant. Mais voilà, c'était très cool. Salut Amy aussi. Vous retrouvez les réseaux si vous voulez nous rejoindre. Rejoignez-nous sur Discord. Et puis demain, il y a de la cuisine. Et puis, il y a Tars Adulte aussi le soir. Si jamais vous voulez remplir le petit formulaire pour partager des questions, des problèmes, des anecdotes au sujet de problèmes de cœur ou d'intimité au niveau de la sexualité, de plein de choses, que vous soyez en couple ou seul. Voilà. Eh bien, merci d'avoir été là. Vous êtes des petits choux. Je remercie tous ceux qui follow la chaîne, qui sub et qui me soutiennent. C'est très, très cool. Et puis je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Ah oui, merci à Mathie. Je ne l'ai pas dit au début, mais merci à Mathie de m'avoir offert ce livre. Mais vous pouvez aussi les retrouver sur Hachette Heroes. Et je pense dans toutes les librairies ou je sais pas trop. Je pense qu'ils se trouvent assez facilement. Voilà. Mais sinon sur le site de Hachette Heroes. Voilà. Merci à tous. Vous êtes des amours. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Aimez-vous les uns les autres. Et en cette période, prenez vos bisous sains. Et surtout, donnez-en. Salut.